Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour notre réunion trimestrielle à Paris. Donc avant de débuter, je voulais vous présenter une partie de l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui avec Giuseppe Perron, président gérant, Marco Sormani, associé gérant, David Mellul, directeur général et membre du comité d'investissement. Derrière, nous avons David Wiersbach, responsable de la distribution, François Bazin, en charge du développement international, bon, j'en oublie encore d'autres, et moi-même Franck Harvey, qui suis le directeur du développement de Varenne Capital. Alors la présentation va se dérouler de la façon suivante. Nous allons commencer par faire un bilan de la gestion, puis nous aborderons nos 4 stratégies, que sont la stratégie longue, la stratégie short, la stratégie de situation spéciale et la stratégie de couverture macroéconomique. Alors, je rappelle l'objectif de la gestion, qui est de délivrer une performance d'excellence dans la durée avec le minimum de prise de risque nécessaire à l'obtenir. Ceci grâce à nos 4 moteurs de performance concomitants et complémentaires que va développer Giuseppe. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette présentation trimestrielle. Donc, comme Franck l'a rappelé, donc, nous avons un objectif de gestion qui est clair, qui nous impose une valeur ajoutée sur plusieurs axes. Alors, le monde de la gestion et les marchés des capitaux évoluent très vite. Je pense que la gestion Varenne a évolué dans les temps et j'ai voulu, par cette diapositive, vous donner un peu un récapitulatif de ce que nous sommes capables de faire aujourd'hui et la raison pour laquelle nous sommes très confiants quant à notre capacité de faire face à des conjonctures et des situations de marché qui peuvent être assez différentes dans les trimestres et années à venir. Donc aujourd'hui, sur la gauche, vous voyez les stratégies évoquées par Franck, les moteurs de performance. Sur la droite, juste, j'ai voulu préciser ce que nous sommes en mesure de faire aujourd'hui, c'est-à-dire, par exemple, sur les longs, nous sommes évidemment en mesure d'intervenir par une sélection individuelle d'entreprises, ce que nous appelons l'enterprise picking en interne, mais également, nous avons développé, comme vous le savez, une capacité à intervenir, à créer des paniers, non seulement sur les shorts, mais également sur les longs. Et j'en toucherai un mot tout à l'heure. De la même façon, donc, sur les shorts, Absolute Short, c'est notre capacité et notre, je dirais, stratégie d'intervention en sélection individuelle. Et pareil, vous avez les baskets, c'est-à-dire les paniers, comme alternative. Alors, pourquoi ceci? Parce qu'en fait, comme je le disais, ça nous donne les maximums de flexibilité d'intervenir, d'enrichir, on va dire, l'une par l'autre, mais aussi en quelque sorte, nous adapter aux configurations des marchés de façon la plus propice. Donc, par exemple, dans un marché cher comme celui que nous avons connu en début d'année et encore aujourd'hui, nous pouvons enrichir l'enterprise picking avec un panier long dont je vous parlerai tout à l'heure. Sur les situations spéciales, donc, je rappelle, c'est l'arbitrage des fusions-acquisitions et de la structuration de capital. Et sur les risques, enfin, nous identifions des risques liés aux 3 autres stratégies, notamment au long. Et par rapport à ceci, nous étudions les meilleures couvertures possibles en termes soit d'instruments asymétriques, donc là on parle d'options ou CDS, ou encore des positions directionnelles. Je dirais, mettre tout ça en œuvre, nous avons développé un deuxième axe de valeur ajoutée très important qui est l'organisation. C'est une organisation très particulière parce que, comme vous le savez, elle est totalement intégrée depuis la génération d'idées. Chez Varenne, nous ne travaillons jamais avec les brokers, l'analyse tierce, on va dire, sell-side, mais nous développons en interne l'ensemble de notre recherche et également ce qu'on appelle l'origination d'idées, c'est-à-dire nous trouvons nos idées sans faire recours ou appel à la recherche sell-side. Donc, ceci étant totalement interdit, nous avons investi énormément à la fois en système d'information. Donc ici, vous voyez les bases de données fondamentales et comportementales qui nous permettent, entre autres, de réaliser, de générer des idées pour les stratégies que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi, et c'est intéressant pour nous, aujourd'hui, on peut aller encore plus loin en utilisant nos capacités d'analyse et les données fondamentales et comportementales dont nous disposons pour créer des véritables paniers qui peuvent être extrêmement utiles dans des phases des marchés comme celles que nous vivons aujourd'hui. Ensuite, vous le savez, en amont, on a une organisation qui nous permet
générer les supports sur lesquels nous travaillons en interne. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme il est interdit chez Varenne d'utiliser un rapport des brokers, eh bien, on doit construire nous-mêmes ces supports qui permettent aux analystes de travailler et, je dirais, accompagner un tout petit peu tout au long d'une phase d'analyse et de suivi nos idées d'investissement. Donc, pour animer ceci, donc je vais parler en quelque sorte de deux axes. Le premier, c'est la stratégie, donc une stratégie très particulière parce qu'elle assemble en quelque sorte dans une seule gestion des outils différents. On a, comme je vous ai montré, une organisation très particulière pour les faire, et enfin une équipe. Donc une équipe qui part évidemment avec l'équipe de gestion. C'est une équipe de gestion qui est spécialisée par stratégie. Donc, par exemple, ici, vous avez Bertrand et Michael, que vous verrez tout à l'heure, qui sont spécialisés sur les situations spéciales, donc sur l'arbitrage, et vous en parlerons un petit peu tout à l'heure. Ou également, vous avez Giacomo et Joachim qui interviennent, et Giacomo entre autres, je dirais, sur les shorts, mais également les paniers. Autour de l'équipe de gestion, donc nous avons construit une organisation qui permet à la fois de gérer l'ensemble des aspects de gestion de façon aussi huilée que possible, mais également de fournir aux investisseurs le maximum de transparence et de réactivité par rapport à notre travail et évidemment par rapport à leurs demandes. Donc si on regarde sur les trimestres, autant sur l'équipe de gestion, nous n'avons pas eu de changement. Donc l'équipe est très stable, nous n'avons pas vraiment de turnaround. La Varenne se caractérise, et c'est vraiment notre fierté, par un niveau de turnover extrêmement faible. Sur l'organigramme opérationnel, là aussi, le turnover est très très faible. Ce que je peux vous juste remarquer sur les trimestres, c'est l'arrivée au niveau du middle office de Morgane Le Guyader. Morgane qui participe en quelque sorte à l'étoffement de cette fonction au sein de Varenne. Je peux annoncer également que nous avons un recrutement en cours pour une autre personne au sein du middle office afin d'accompagner la gestion dans toutes ces étapes en liaison avec les front office, toujours menés par Laurent Delépine, les systèmes d'information avec Vincent Lesauvages, la gestion des risques avec Laurent Chrétien. Donc cette équipe, c'est une équipe reconnue, je pense, sur la place de Paris, et évidemment, elle est très stable et nous en sommes évidemment très contents. Donc, je passe la parole à Franck, peut-être pour parler rapidement de la gamme, et après David va vous rentrer un petit peu dans les vifs des performances. Merci Giuseppe. Alors, un rappel sur la gamme. Donc, chez Varenne, nous gérons 5 fonds, 4 fonds de droit français et un fonds de droit anglo-saxon, 2 fonds sur la stratégie UCITS, qui sont Varenne Valeur et Varenne Global, et 3 fonds sur la stratégie non-UCITS, qui sont Varenne Sélection, Varenne Global Sélection et The Value Active Fund. Sur ce slide, vous avez la performance de nos fonds sur plusieurs années et aussi la performance year-to-date au 30 juin. Il est à noter une surperformance des fonds PEables par rapport aux fonds globaux depuis le début de l'année. Nous avons une performance positive sur les fonds UCITS et quasiment à l'équilibre sur les fonds plus concentrés. Ceci dans des marchés très compliqués avec 2 événements de marché forts et baissiers qui ont été le mois de février et le mois de mai. Alors, Varenne Valeur délivre une performance au 30 juin year-to-date de plus 1,39%. Varenne Global de plus 0,09%, Varenne Sélection de moins 0,50%, Varenne Global Sélection de moins 1,15% et The Value Active Fund de moins 0,40%. Alors, je vais laisser maintenant la parole à David qui va rentrer plus en détail dans la contribution de chaque stratégie à la performance de nos fonds. David. Merci Franck. Bonjour à toutes et à tous. Alors derrière les performances que Franck vient de vous exposer, il nous paraît intéressant de vous donner, comme on le fait maintenant tous les trimestres, notre grille de lecture sur le comportement du fonds sur la période qui vient de se terminer. Donc là, ce que vous avez derrière moi, c'est le classement des contributions par poche pour le fonds Varenne Global. Alors évidemment, l'équipe commerciale tient à votre disposition les chiffres détaillés pour l'ensemble des fonds de la gamme.
Alors si on revient maintenant sur la période, le deuxième trimestre a été marqué par des marchés un peu difficiles, alimentés notamment par les tensions de guerre commerciale et par l'épisode de stress italien. Dans cet environnement-là, notre gestion s'est distinguée par sa bonne résistance et notamment dans les phases baissières du mois de mai. Le principal contributeur à la performance sur la période, c'est la poche longue. Donc la poche longue qui était positive en mai et en juin. Et Franck reviendra un peu plus en détail après sur la performance mensuelle de chacun des fonds. Deuxième contributeur, la poche macro-hedge, donc la stratégie de couverture macroéconomique. Durant le deuxième trimestre qui est à noter, c'est l'épisode de stress italien, durant lequel la stratégie de couverture a très bien fonctionné, avec une contribution positive de l'ordre de 60 points de base sur le seul mois de mai, et une contribution positive de l'ordre de 30 points de base sur le trimestre. Troisième contributeur, toujours positif, la stratégie de situation spéciale, qui réussit à avoir une contribution positive sur l'ensemble des mois depuis le début de l'année, alors même que les fonds purs intervenant sur cette stratégie, au cours du deuxième trimestre comme au cours du premier semestre dans l'ensemble, ont connu une forte volatilité et une performance qui a été trop souvent négative. Enfin, le quatrième contributeur, c'est la stratégie short. Alors, vous vous en rappellerez sûrement, ça fait un certain temps maintenant qu'on était volontairement absent des marchés sur cette stratégie-là. C'est pourquoi au premier trimestre, le short était grisé. On l'avait annoncé en fin d'année dernière, la normalisation de la politique monétaire et des conditions de crédit induisent un environnement qui est à nouveau propice au déploiement de capital. C'est ce que nous avons fait au cours du deuxième trimestre. On l'avait indiqué, je crois, lors de la conférence du mois d'août. On était en train de mettre en place ce panier dont on reviendra un peu, sur lequel on reviendra un peu plus en détail. Donc, si la contribution sur le deuxième trimestre est négative, on reste tout de même extrêmement confiant quant à la capacité de contribuer de façon importante dans le temps à la performance de nos fonds. Donc voilà une grille de lecture. Maintenant, je laisse la parole à Franck pour rentrer plus en détail sur la performance mensuelle des fonds. Merci. Merci David. Alors nous allons entrer maintenant plus en détail dans la gamme avec Varenne Valeur. Donc Varenne Valeur, c'est notre fonds UCITS, PEable. Alors ce qui est intéressant, c'est de regarder comme à l'habitude la performance du fonds dans des marchés baissiers et comme à l'habitude, vous notez la résilience de notre gestion et de nos fonds. Je prends l'exemple juste du mois de mai où les marchés font entre moins 2,5 et moins 3. Nous faisons sur le fonds plus 1,42% et nous résistons bien aussi sur le mois de juin. Alors, Varenne Valeur délivre une performance sur 5 ans de plus de 55% pour une volatilité maîtrisée de 8,40%. De la même façon, Varenne Sélection, une résilience aussi dans les marchés baissiers. Vous pouvez regarder la performance de la même façon sur le mois de mai, une performance positive pour des marchés largement négatifs. De la même façon, Varenne Sélection délivre une performance sur 5 ans de plus de 83% pour une volatilité inférieure à 11%. Alors, Varenne Global, qui est notre fonds UCITS. Alors, Varenne Global, pareil, dans des marchés baissiers, résilience de la gestion et du fonds, mois de mai, plus 0,56 pour des marchés entre moins 2,5 et moins 3, et positif au mois de juin aussi pour des marchés négatifs. Varenne Global délivre une performance sur 3 ans de plus 11%, avec une volatilité seulement de 6%. Varenne Global Sélection, de la même façon, à mois de mai, à plus 0,21%. Et une performance sur 3 ans de plus 11,51% pour une volatilité seulement de 10%. Et notre fonds anglo-saxon, vous adjoint aussi le reporting mois par mois de notre fonds anglo-saxon. De la même façon, une performance positive sur le mois de mai, plus 0,79%, légèrement négative sur le mois de juin, donc une bonne résistance aussi sur le mois de juin, et une performance sur 5 ans de plus de 95% pour une volatilité inférieure à 10% qui est de 9%. J'ai laissé maintenant la parole à Giuseppe qui va rentrer plus en détail dans la gestion. Merci. Merci Franck. Donc on va rentrer un petit peu dans chacun des moteurs de performance, en commençant par les longs, puis les shorts, les situations spéciales, et au niveau du macro-hedge, on parlera un moment des situations macroéconomiques, comme on le fait d'habitude. L'idée, c'est de vous donner des clés de lecture de la performance, en premier lieu, puis vous donner quelques éclairages sur les contributeurs et les mouvements, évidemment les perspectives pour la suite.
Donc, si on regarde rapidement sur les longs, donc si on prend d'abord la partie Enterprise Speaking, donc la sélection individuelle, c'est une stratégie, comme l'a dit David, qui s'est comportée très très bien pendant ces trimestres. Donc, nous sommes très satisfaits des performances sur ces 3 mois. Je rappelle juste rapidement, pour ceux qui ne nous connaissent pas, que là encore, c'est une stratégie pour laquelle nous générons nos idées en interne. Vous verrez l'exemple des Wirecard tout à l'heure et je vous montrerai, ou peut-être Claire nous montrera, comment en fait on génère des idées à partir d'éléments et des bases de données comportementales. Donc, qu'est-ce qu'on cherche au sein de ces stratégies? Alors, nous cherchons des entreprises qui présentent essentiellement ces caractéristiques que vous voyez ici à l'écran. Donc, un avantage concurrentiel durable et qu'on doit être capable de mesurer. Et on les mesure, on le verra dans un cas tout à l'heure, en termes de pricing power ou costing power. Costing power, c'est la capacité à produire moins cher à l'unité que ses confrères, un objet comme celui-ci. Pricing power, ou un service, évidemment. Pricing power, c'est la capacité d'exiger un premium des prix ou tout simplement dépasser en quelque sorte son augmentation des coûts en aval. L'équipe de direction, c'est un critère essentiel, c'est totalement binaire, c'est 0-1. Soit on fait confiance à cette équipe, soit on ne fait pas confiance quand on évalue en quelque sorte une entreprise. Et seulement si on leur fait confiance, on peut leur confier les actifs de nos clients. Perspective économique, là on croise avec notre analyse macroéconomique et pour ce qui est, je dirais, des autres critères, je mets en exergue surtout la dynamique de croissance et des valeurs propres. Donc on cherche des entreprises qui sont capables de générer de la valeur pour l'investisseur que nous sommes, aussi indépendamment que possible des cycles économiques et financiers. Et dans cette poche, on cherche des entreprises qui génèrent du cash et qui n'ont pas un endettement particulier. Souvent, ce sont des entreprises qui ont plutôt une trésorerie nette positive. Donc on a, juste pour vous rappeler, ici sur la gauche, l'échelle des qualités économiques. C'est une des caractéristiques de notre analyse. Non seulement nous essayons, au travers des due diligence, d'arriver à une valorisation de type économique. Donc une entreprise peut valoir 3 milliards, 5 milliards, 500 millions, c'est la valorisation. Mais à la fin de chaque due diligence, nos équipes décernent en quelque sorte une note qui est ici. Et cette note est une note comme dans une notation de crédit. Elle va guider la construction des portefeuilles par la suite, avec des A qui sont évidemment les meilleures qualités, les entreprises de meilleure qualité économique, et les B qui sont des entreprises qui restent investment grade, mais qui n'ont pas les mêmes caractéristiques d'excellence que les A. C, ça sera non-investment grade, on ne pourra pas investir. F, financière, pour nous, une banque, typiquement, est totalement en dehors de nos critères d'investissement, que ce soit d'ailleurs pour l'enterprise speaking ou même pour les paniers. En long, nous n'investissons jamais en financière. Alors, si je vous donne une idée de la situation actuelle de nos ratios, alors on peut rapidement ici agréger les entreprises de ce que nous appelons les portefeuilles industriels, c'est-à-dire des entreprises qui ne sont pas en situation de retournement. On en a une en ce moment qui n'est pas dans cette liste qui s'appelle Expedia, qui a très bien performé au passage sur les trimestres, mais qui n'est pas là-dedans parce qu'elle est suivie par d'autres métriques, on va dire ça comme ça, ou d'autres ratios. Là, vous avez les portefeuilles industriels. C'est les corps du portefeuille, c'est ce qui reste pendant très longtemps. Et généralement, si vous agrégez les retours sur fonds propres, vous voyez qu'ils sont tous à des chiffres. Et ces entreprises, dans leur ensemble, génèrent plus de 28% de rentabilité annuelle, après impôt. Donc, pour chaque 100 € des capitaux propres qu'ils gèrent, ils en génèrent 28,3 € des bénéfices nets après impôt. Donc, c'est tout à fait satisfaisant. Et évidemment, ça donne une idée de la qualité de ces entreprises. Évidemment aussi, il faut comprendre que ce sont des entreprises qui génèrent énormément de cash, qui n'ont pas de dettes, qui rachètent très souvent en partie leur action, ce qui permet d'augmenter encore davantage leur efficience ou efficacité du point de vue économique.
Ce sont des entreprises en croissance, on les voit ici, la croissance du BPA autour des 13%. Et après, pour ce qui est du dividende, comme vous le savez, ça n'a jamais été pour nous, et ça n'est jamais, et ça ne doit pas l'être pour nous, un objectif en soi. Donc il y a des entreprises qui ont un yield assez intéressant, un rendement assez intéressant, d'autres qui ne l'ont pas du tout même, comme Ulta, mais qui pour nous sont parmi nos meilleures entreprises à les portefeuilles. Donc en aucun cas, nous lions nos décisions d'investissement au rendement ni à sa croissance. Ce qu'on dit par contre pour apprécier pleinement les rendements pour l'investisseur, il conviendrait toujours d'ajouter les rachats d'actions de ces entreprises, et souvent ce sont des rachats très importants. Je pense Ulta, par exemple, est en train de... C'est un cas tout à fait particulier parce que vous avez zéro facialement, sauf que l'entreprise est en train de racheter entre 5 et 6% du capital sur cette année. Donc les rendements, il est déjà entre 5 et 6% rien que par les rachats d'actions sur une entreprise comme celle-ci. Donc et de la même façon, quand vous remontez la liste, vous avez des rachats d'actions à chaque fois pour des montants très très importants qui chiffrent parfois 1 milliard d'euros. Donc, si on regarde maintenant les principaux contributeurs sur les trimestres, ici on les a classés par contribution. Évidemment, la performance du cours elle est à droite, je dirais en fonction du poids et des moments d'investissement. Donc, mais ce qui est important, je pense, c'est la contribution. Donc les premiers contributeurs sur les trimestres a été Ulta Beauty, donc l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure, qui, comme on l'avait un peu anticipé, finalement, elle avait subi pendant le premier trimestre un petit, je dirais, une baisse importante même du cours suite à cette frayeur sur une classe action, et qui finalement a publié des résultats absolument excellents, et la classe action aujourd'hui c'est devenu un non-événement comme on l'avait imaginé. LVMH, là encore très très bien, très belle progression sur les trimestres. Nike, Accenture, Ross Stores, avec là encore une belle progression. C'est une entreprise dans les détails off-price aux États-Unis, c'est-à-dire c'est une entreprise qui est capable de commercialiser des produits, des marques pour la maison ou pour l'habillement à un niveau de prix inférieur de l'ordre de 40 à 60% par rapport aux grands magasins et au même Internet aujourd'hui. Donc c'est assez particulier. Expedia, je vous le disais, donc qui ne fait pas partie du portefeuille industriel, très bonne performance également du titre, et Victoria. Donc je vais revenir sur certains de ces contributeurs, sans oublier Greggs, qui est un contributeur négatif sur les trimestres, et comme toujours, je commence par les contributeurs négatifs pour vous donner un petit peu quelques éléments. Alors Greggs, vous vous souvenez peut-être, c'est la principale chaîne de restauration à emporter, totalement intégrée aux États-Unis. Alors pourquoi totalement intégrée? Parce qu'ils ont un modèle très particulier dans lequel vous voyez ici ces petits points. Ce sont des usines centralisées dans lesquelles ils produisent une grande partie on va dire de ce qu'ils vendent dans leur point de vente de façon totalement automatisée. C'est même assez impressionnant. On y était encore il y a des semaines. On a pu constater, on aurait pu d'ailleurs vous donner un petit aperçu, le niveau de robotisation des entreprises qui est juste extraordinaire. Donc c'est une entreprise qui a un business model unique, un modèle économique qui leur permet d'avoir un vrai avantage des coûts et de livrer un niveau de marge extrêmement élevé pour l'industrie. Et c'est une entreprise qui se porte bien globalement, mais qui a, si on regarde la raison de la chute à laquelle on a assisté pendant les mois de mai, on a eu ce qu'on appelle un trading update, c'est-à-dire une communication essentiellement sur le niveau d'activité qui était mal accueilli par les marchés. Vous le voyez ici, avec un chiffre d'affaires qui était en croissance de 4,7%, un chiffre d'affaires en organique en croissance de 1,3%. Alors, ce que les marchés n'avaient pas aimé, c'est que pour les premières 8 semaines, on était à D8
ou à 3,2 je crois, 3,2% en organique, et on est passé de 3,2 à 1,3. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tout simplement la météo. Vous savez qu'en Angleterre, pendant les mois de mars et avril, un peu comme en France aussi, on a eu des épisodes neigeux très importants. On a eu la neige en avril, ce qui est absolument incroyable pour ces pays, et ceci a bloqué pendant parfois des semaines un bon nombre des points de vente de l'entreprise. Donc, c'était inattendu par les marchés, mais les marchés ont réagi, probablement ont surréagi aussi en fonction d'une certaine frilosité, on va dire, quant à la confiance du consommateur en général au Royaume-Uni. Donc nous sommes allés les voir, nous sommes partis quand même il y a 2 semaines à Newcastle. Nous avons passé des jours avec les dirigeants des Greggs pour comprendre ce qu'était un peu la situation. Nous restons très confiants quant à l'avenir de cette entreprise. Évidemment, nous constatons également que la façon dont Brexit est mené, ou plutôt mal mené, on va dire, par les gouvernements britanniques, a une incidence sur la confiance du consommateur britannique. Donc il faudra un peu surveiller ceci, mais en même temps, les plans restent en place. C'est un plan qui prévoit, je rappelle, un passage des 1700 points de vente à quelque chose entre 2000 et 3000, on va dire 2500 pour faire simple. C'est un plan qui est fondé sur des investissements importants et une rationalisation de l'outil de production et de sa logistique, vous les voyez ici, et qui progresse parfaitement en ligne avec ce qui a été annoncé. Donc, l'équipe de direction a toute notre confiance. Voilà, donc nous restons absolument en place sur cette entreprise, même si, je vous l'ai dit, on surveille les niveaux de confiance du consommateur britannique. Maintenant, si on revient par contre aux contributeurs positifs, je vous disais Ulta, donc Ulta qui a repris des couleurs, si je peux ainsi dire, pendant les trimestres. Comme on vous l'avait annoncé, on imaginait des résultats très positifs. Vous les voyez ici. Les 31 mai, ils ont annoncé un chiffre d'affaires de l'ordre de plus de 17,5%. Avec une croissance à périmètre comparable de 8,1%, une croissance de l'e-commerce de 48%, sont des résultats véritablement impressionnants, et donc les marchés ont réagi, et c'est pour ça qu'Ulta aujourd'hui est le principal contributeur positif du trimestre. Le deuxième, je ne sais pas si c'est le deuxième d'ailleurs ou le troisième, c'est Nike. Donc Nike, là encore, une belle performance, une performance qui a été, je dirais, assez influencée en toute fin de trimestre par l'annonce des résultats d'excellentes factures, dans lesquelles on voit une augmentation assez importante du chiffre d'affaires partout dans le monde, lié également aussi évidemment aux événements sportifs que nous vivons en ce moment, mais aussi, et ce qui est intéressant, une accélération très particulière en Chine. Donc vous avez plus 25% tout de même d'accélération sur ces pays, et une reprise d'une performance des croissances aux États-Unis, qui était, je dirais, un peu les points faibles des derniers plusieurs quarters, en raison d'un changement radical des canaux de distribution. Vous savez, les canaux de distribution physiques qui laissent un peu la place à l'Internet. Et donc, Nike a su se repositionner sur les canaux directs grâce à son site Internet, mais également à sa vente directe, et aussi à l'accord qu'elle a réalisé avec Amazon. Elle était une des premières marques à prendre le virage, on va dire, Amazon dans ces domaines. Donc, très bons résultats. LVMH, là encore, des résultats très très bien accueillis et d'excellentes factures. Donc le 10 avril, on a eu les résultats du premier trimestre 2018, avec des croissances
fabuleuse, je dirais, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, lorsqu'on est à plus de 16% sur la mode de maroquinerie à l'échelle des LVMH, Louis Vuitton, parfum cosmétique, plus 17%, ça reste, ou les montres et joailleries à plus de 20%. Ce sont des croissances, évidemment, qui ne pourront pas être tenues pour l'ensemble de l'exercice, ni pour les exercices qui suivent, mais en tout cas, qui sont bien au-delà des attentes d'un certain nombre d'analystes. Encore Victoria. Donc Victoria, c'est quelque chose d'assez intéressant dont on n'a pas parlé récemment. Et c'est une entreprise que nous avons dans les portefeuilles depuis très très longtemps, puisque là, évidemment, ce n'est pas des quarters qu'on vous montre, ce n'est pas des trimestres, mais c'est des années. Donc on avait commencé à acheter au tout début presque de notre... juste avant la crise, en fait, en 2006 ou 2007. Et on avait racheté et renforcé tout au long des années 2009 et 2010 pendant la crise, pour avoir une participation assez importante dans cette assurance italienne. Alors, c'est une assurance. C'est la seule assurance dans laquelle nous avons investi presque en 15 ans. Vous savez, pas des banques, on n'a jamais touché aux banques d'un côté, sur les actions. Et en termes d'assurance, c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce que c'est une entreprise qui a une activité qui se limite uniquement à l'assurance auto, donc pas avec des risques au côté, je dirais, côté passif très limité, puisque vous avez 82% de leur activité qui est l'assurance non-vie, dont 61,4% assurance automobile, qui est une assurance extrêmement normée en Italie, dans laquelle les prix sont pratiquement établis et dans lesquels les risques ne vont pas au-delà de l'exercice. Donc finalement, comme vous le savez parfaitement, lorsque vous assurez votre voiture, c'est quelque chose que vous faites annuellement, donc il n'y a pas des risques particuliers après l'échéance. Donc c'est un business extrêmement prévisible, qui est une entreprise très bien gérée par la famille Acutis, qu'on connaît, qu'on a appris à connaître, on va dire, dans les années. Je rappelle, c'est des anciens gérants des Toro Assurance, qui faisaient partie de la Galaxie Agnelli en Italie. Donc c'est une entreprise que je disais très particulière, non seulement au passif, mais aussi à l'actif, parce que c'est une des rares assurances qui n'a pratiquement pas de risques actions à l'actif. Et donc c'est pour ces exceptions que finalement, pour nous, elle sort presque du niveau F financière pour rejoindre plutôt une catégorie de type holding SOP, et c'est en tant que tel que nous l'avons choisi dans les portefeuilles. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans l'actualité récente? 16 mai 2018, offre publique d'achat, d'acquisition de Vittoria Capital. Alors Vittoria Capital, c'est l'actionnaire de référence de Vittoria Assicurazioni, c'est la famille Acutis. Donc il lance une OPA sur l'ensemble du capital qui ne détiennent pas, des actions qui ne détiennent pas de Vittoria, afin de délister. Donc nous discutons avec l'entreprise, parce que évidemment le marché a plutôt bien réagi. Est-ce que les prix, en quelque sorte, qui étaient offerts est équitable? C'est une discussion que nous avons maintenant avec l'entreprise et avec Vittoria Capital, et aussi avec d'autres actionnaires. Donc c'est quelque chose qui évidemment a été un peu impacté par l'évolution, on va dire, très rapide de la situation italienne. Donc on a toutes les cartes ouvertes, donc on peut apporter à l'offre sans aucun problème. On peut essayer d'en discuter un peu plus. Je rappelle que nous avons au travers de nos fonds environ 5% du capital. Donc on a certainement un mot à dire, notamment en Italie, où de mémoire 95% c'est un seuil minimum pour un délisting. Donc on verra quelle sera notre posture, on va dire, sur ces dossiers. Mais en tout cas, c'est une histoire qui, pour nous, remonte à déjà il y a bien longtemps, une dizaine d'années, avec, je dirais, un bon exemple de ce que nous pouvons faire en temps d'accompagnement pour une entreprise. Donc on est capable de rester pendant parfois plus que 10 ans aux côtés d'un management si on est convaincu qu'il est capable de créer de la valeur. Alors, encore un très bon contributeur, Accenture. Donc, on vous en avait parlé l'année dernière. On vous avait dit, Accenture avait rejoint notre portefeuille en 2017. Nous pensons que c'est une entreprise nous pensions à l'époque, c'est une entreprise qui est en phase d'accélération forte et qui avait encore des longues années de croissance devant elle.
Les chiffres, et je crois que se parle un peu de swaps par rapport à la raison qui a poussé un peu les titres en bourse. Donc, ce sont des chiffres évidemment très satisfaisants, en commençant par les chiffres d'affaires, qui évoluent avec une croissance de 11% en devises locales. Les différents secteurs d'activité sont tous positifs, entre 11 et 18%, donc une très très belle performance avec des marges qui s'améliorent. Donc on a pensé que c'était un peu le bon moment pour vous donner un peu plus de détails sur Accenture et les raisons pour lesquelles nous pensions en 2017 que c'était un bon moment d'y investir. Alors, Accenture, je pense que beaucoup d'entre vous doivent la connaître. Donc, on parle du numéro 1 mondial, du service et conseil en technologie pour les grandes entreprises. Donc, on est là, nous avons un leader incontesté avec 442 000 employés, dont on verra que 75% se trouvent dans des pays à bas coût, en fait, paradoxalement, ou à la limite très compréhensiblement, vu leur métier. Une double structure avec un secteur d'activité qui sont ceux qu'on vient de voir ici dans les résultats, donc, qui sont les secteurs d'activité de leurs clients, en quelque sorte. Et de l'autre côté, des domaines d'expertise, donc sur la stratégie, les conseils, les numériques, ce qui est en quelque sorte quelque chose d'assez difficile à comprendre comme ça de premier abord, mais qui essentiellement n'est rien d'autre que l'accompagnement et les services en marketing digital, numérique et en général à tout ce qui touche à l'évolution, à la transition numérique des entreprises. Les technologies, et je viendrai tout à l'heure sur la gestion déléguée d'opérations, ce qu'on peut appeler aussi l'outsourcing. Alors, leur base de clientèle, c'est les grandes entreprises multinationales. C'est véritablement une entreprise qui ne travaille pas, on va dire, en dehors de cette cible. D'ailleurs, vous les voyez, les 169 qui s'appellent Diamond Clients, donc les clients qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires avec représentent plus de 50% du chiffre d'affaires total du groupe. Et lorsqu'on parle de chiffre d'affaires, on parle de 40 milliards de dollars sur une année en 12 mois glissants, avec un résultat opérationnel de presque 6 milliards, toujours en 12 mois glissants, avec une augmentation de 15,8%. Donc, si on regarde un tout petit peu l'histoire, je pense que beaucoup d'entre vous doivent la connaître. On remonte à Andersen Consulting, puis la séparation, et je dirais dans les années plus récentes, un virage imprimé par Pierre Nanterme, l'ancien CEO de la filiale française d'Accenture, qui en quelque sorte reprend une entreprise qui était déjà parfaitement sur les rails, mais identifie des opportunités et accélère le déploiement de ce que nous appelons une stratégie de croissance mixte, avec des acquisitions soit en technologie qui sont déployées sur l'ensemble de la clientèle et sur l'ensemble des géographies, soit renforcent des filiales dans des géographies clés. Donc ces stratégies payent avec, vous voyez un peu la série d'acquisitions qui a été menée par les dirigeants d'Accenture après l'arrivée à la tête du groupe de Pierre Nanterme. Et si on regarde aujourd'hui la physionomie de ces groupes, c'est un groupe évidemment assez complexe parce qu'on parle de 450 000 personnes, mais que vous pouvez facilement essayer de vous imaginer dans une matrice dans laquelle, comme je disais, d'un côté, vous avez les secteurs d'activité qui sont rien d'autre que les secteurs d'activité de ses clients et en amont, vous voyez les offres en fait, de l'entreprise. Là, vous avez les expertises. Par exemple, on parle du consulting qui fait 21% du chiffre d'affaires. Ce que vous appelez les numériques, donc qui est tout ce qui tourne autour des nouvelles offres, par exemple en données consommateurs, l'exploitation de données consommateurs, l'intelligence artificielle qui est un peu le dernier mot à la mode évidemment et les derniers services un peu à la mode dans ces métiers.
les solutions de marketing numérique. Alors, il s'agit là de quelque chose qu'Accenture ne faisait pas vraiment il y a encore 10 ans. Donc, c'est une évolution très importante et qui aujourd'hui représente environ 28% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est sur cette activité que nous imaginons une croissance très importante sur les années à venir, également les autres, mais celle-ci en particulier. Alors, si on regarde les deux autres technologies et opérations, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais Accenture est le principal intégrateur des systèmes au monde et en quelque sorte, elle travaille avec l'ensemble des fournisseurs technologiques, qui soient les Google, les SAP, les Oracle, pour installer, paramétrer, configurer ces solutions auprès de ces entreprises qui sont, comme on l'a rappelé tout à l'heure, les principales entreprises mondiales. C'est une activité évidemment assez stable, assez intéressante, qui va de pair avec l'outsourcing, c'est-à-dire l'externalisation des processus des entreprises, de ces grandes entreprises, souvent dans les pays à bas coût comme l'Inde. C'est, je dirais, ça a été pour Accenture un axe de développement très important. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que c'est probablement la seule entreprise à offrir, notamment à cette échelle, c'est sûr, l'ensemble de ces services. Et on verra que c'est véritablement la force de ces groupes. Je passe les zones géographiques parce que vous voyez bien, c'est une entreprise présente mondialement. Alors, si on observe très rapidement l'impact sur les résultats de cette stratégie, on voit une accélération du chiffre d'affaires qui est très soutenue et qui va de pair avec une augmentation des marges assez intéressante. Vous la voyez ici, l'effet interne, on va dire, à partir des années 2012, 13, 14 et ainsi de suite. Alors, pourquoi ceci? On peut l'expliquer de façon très simple par ces slides, par ces diapositives. En rouge, vous avez l'effectif, ce qu'on appelle billable, donc facturé au client. Et en bleu, c'est l'effectif non facturé, l'administratif en quelque sorte, qui n'est pas facturé au client. Donc si vous regardez juste les dernières 4 années, vous voyez que la croissance vient essentiellement de l'effectif facturé, tandis que l'administratif reste pratiquement stable, ce qui génère ce que nous appelons du gearing opérationnel, c'est-à-dire un levier opérationnel, et qui fait que les marges montent mécaniquement. Flux de trésorerie très important, c'est on va dire la source nécessaire à la stratégie, en quelque sorte, des croissances des pierres internes. Et si on passe l'entreprise au prisme de notre méthodologie, juste, vous vous souvenez, Costing Power, Pricing Power, on voit pourquoi ceci nous intéresse. Alors, très rapidement sur les Costing Power, la force de ces entreprises, c'est non seulement d'être les principales sur tous ces métiers, mais de les avoir tous. Et donc, en quelque sorte, la synergie qu'on peut avoir entre la création de véritables usines de production très performantes en Inde, où 75%, pas qu'en Inde, mais dans les pays, on va dire, à bas coût, où 75% des effectifs sont localisés. La force des entreprises, c'est de pouvoir offrir à la fois des processus complètement gérés par elles-mêmes en offshoring et outsourcing, mais aussi de gérer, optimiser en quelque sorte avec ces mêmes ressources les services qu'elle offre, par exemple l'intégration des systèmes aux entreprises et le développement des systèmes d'information. Donc, ce qui est le travail classique des SSDI en France. Donc, ceci permet de produire des services à des prix moindres, donc Costing Power. Je dirais c'est véritablement les grands points de différenciation d'Accenture par rapport aux autres SSDI, même type Capgemini, que vous devez connaître qui est basé en France, mais pas qu'en France évidemment. C'est un point qui justifie une bonne partie de la différence des marges entre Accenture et les autres acteurs dans l'industrie. Un autre élément assez intéressant, Accenture, en quelque sorte, ou plutôt les clients d'Accenture peuvent difficilement se passer d'Accenture, et vous voyez que 70% des contrats remportés se passent sans appel d'offres et que les contrats sont tous plutôt à long terme, 5 à 7 ans. Pourquoi? Parce qu'on est sur des services qui sont aujourd'hui vitaux
pour les entreprises. Donc une entreprise qui n'est pas capable de, en quelque sorte, prendre le virage numérique, digital de la meilleure des façons est condamnée à disparaître ou à perdre on va dire de sa relevance, comme on dit un peu en anglais. Donc une entreprise qui n'a plus la capacité à exister presque face à de nouveaux compétiteurs, face à l'émergence des nouveaux modèles économiques, elle est obligée à investir très lourdement en changement, en système d'information, en nouvelles technologies. Et typiquement, comme il s'agit d'aspects vitaux pour l'existence de l'entreprise, on cherche à avoir les meilleurs prestataires. Donc Accenture, typiquement, aujourd'hui, est reconnu comme les plus fiables des prestataires en la matière. On ne prend pas des risques, on choisit Accenture, et la marque qui est l'ancien adage que vous connaissez, en anglais on disait, avant c'était IBM, on disait nobody's been fired for buying IBM, personne n'avait pouvait être viré pour acheter IBM. Aujourd'hui, en quelque sorte, ça applique presque à Accenture. Donc Accenture est devenue la référence en la matière, à la fois en termes d'expertise et de crédibilité sur ces projets déterminants pour les entreprises. Donc pricing power, donc capacité à exiger une marge supérieure, costing power, je vous le disais tout à l'heure, capacité à produire moins cher et à avoir un niveau d'utilisation supérieur à 90% de ses effectifs. Ce que vous voyez tout à l'heure ici, de ces 450 000 effectifs, c'est véritablement phénoménal. Et c'est la synergie entre tous ces métiers qui rend Accenture unique. Si on passe au management, donc c'est une équipe de direction qui est très, très expérimentée, qui est en place dans l'entreprise depuis des longues décennies, comme par exemple M. Nanterme, évidemment, qui a rejoint Dersen Consulting en 1983. Donc c'est typiquement ce qu'on aime voir, une grande fidélité, une grande loyauté des entreprises, des dirigeants, pardon, et en même temps une véritable compétence dans leur domaine. C'est le cas chez Accenture. Une stratégie qui fonctionne, comme je vous le disais tout à l'heure, fondée sur l'idée d'acquérir des compétences et les déployer mondialement. Et ceci, en quelque sorte, grâce à des cash flows très importants. Donc si vous regardez ici, par exemple, dans la stratégie de développement dans les nouvelles technologies, vous voyez qu'il y a 25 à 30% des cash flows qui sont consacrés annuels, qui sont consacrés à l'achat d'entreprises qui, on va dire, globalement apportent environ 2% de croissance annuelle. Donc, Accenture a un objectif de croissance d'environ 10% par an qui est très ambitieux. On parle du chiffre d'affaires, on ne parle pas des résultats. Et 2% de ces 10% doit être réalisé comme objectif par les acquisitions. Pour les restes, je vous en ai parlé tout à l'heure, donc on est dans un métier qui connaît un essor essentiellement en raison des changements des modèles économiques, à l'évolution de la technologie, à l'émergence du cloud, à l'émergence des données personnelles et des données consommateurs, en quelque sorte à la mobilité aussi, parce qu'aujourd'hui nous avons tous un téléphone dans la poche et ces téléphones traquent tout ce que nous faisons, fournissent des données aux entreprises et changent globalement la façon dont les entreprises s'interfacent avec nous les consommateurs. Nous n'avons plus besoin d'aller dans un magasin, évidemment, et ça évidemment c'est évident pour les plus jeunes, et c'est quelque chose qui par contre met en difficulté bon nombre d'entreprises clientes d'Accenture. Donc voilà pour les éléments essentiels sur Accenture. Donc une entreprise très grande qualité économique qui est aujourd'hui un des principaux, qui a été déjà en début 2017 une des principales lignes dans les portefeuilles et un des principaux contributeurs sur ces trimestres. Donc on va passer maintenant aux actualités des entreprises et je demande à Claire juste de nous parler rapidement de cela. Merci. Bonjour à tous. Je vais vous présenter 3 entreprises, donc 2 dont les actualités sont intéressantes sur ce deuxième trimestre. Novo Nordisk, donc le pharmaceutique danois,
numéro 1 mondial dans le diabète et l'obésité, dans les produits de traitement diabète et l'obésité. Ici, il y a 3 points que je voudrais souligner. Le premier, c'est sur l'Ozempic. Vous en avez parlé à plusieurs reprises. C'est le sémaglutide, donc une nouvelle forme d'analogue de GLP-1, qui est à une prise hebdomadaire contre journalière aujourd'hui pour le principal produit de Novo, le Victoza. L'Ozempic, ce sémaglutide, a commencé sa commercialisation aux États-Unis et a été approuvé par la Commission européenne. Tout au long de l'année, de ce début d'année, vous voyez également des essais cliniques Pioneer 1, 4, 7, 3 par exemple. Ici, Novo cherche à prouver, et d'ailleurs réussit à prouver, la supériorité du sémaglutide oral par rapport à des produits déjà présents sur le marché. On attend d'autres essais cliniques jusqu'à la fin de l'année et le sémaglutide oral devrait arriver sur le marché d'ici à 2020. Autre point intéressant pour l'avenir de Novo, le congrès, l'Association européenne de l'obésité s'est réunie en congrès à Vienne en mai et estime que d'ici à 2045, près d'un quart de la population sera obèse et près d'un 7e ou près d'un 6e souffrira d'un diabète de type 2. Malheureusement, ce n'est pas des très beaux objectifs, mais pour Novo, ça prévoit une belle marge de croissance. Malheureusement. La deuxième entreprise dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est LDC. Donc, LDC, vous connaissez tous, le leader français sur la volaille et le numéro 2 sur le traiteur avec des marques très connues comme Fermier de Loué, Le Gaulois ou encore Marie. Les résultats de l'exercice 2017 ont été excellents, supérieurs aux attentes. Les résultats du premier trimestre d'ailleurs qui sont sortis hier ont été très bien reçus par le marché également. Et comme Marco vous avait signalé lors de notre dernière présentation, il cherchait à reprendre partiellement Doux, ce qui a été approuvé par le tribunal de commerce de Rennes en mai, donc qui a autorisé la reprise partielle de Doux par un consortium mené par LDC. Enfin, une nouvelle entreprise qui est rentrée dans notre portefeuille pendant ce trimestre, Wirecard. Giuseppe, vous avez mentionné en début de présentation que c'était une entreprise issue de notre base de données comportementales, donc, dont l'analyste est Moustapha Mamache, ici présent. Moustapha nous a signalé des achats importants du PDG de Wirecard, M. Marcus Brown, qui a acheté pour à peu près 4,6 millions d'euros en début d'année, 50 000 titres. Marco et moi avons mené notre analyse et avons décidé que c'était un bon point d'entrée, surtout qu'il y a eu un petit affaissement du cours. Wirecard, c'est un des leaders mondiaux dans les solutions de paiement électronique. Quand vous faites un paiement en ligne, il y a énormément d'acteurs derrière ce paiement qui doivent interagir, communiquer pour approuver la transaction. Wirecard offre des solutions pour processer pour processer cette transaction et faire interagir tous les acteurs. C'est une entreprise qui a une très forte croissance, une très forte progression. C'est également pour ça qu'elle est en classe GR chez nous, Growth, donc croissance, avec un chiffre d'affaires qui croît de près de 50%, un résultat opérationnel de près de 42% de croissance. C'est un secteur qui est également très porteur. Le niveau de transactions digitales est prévu en croissance d'à peu près 14% en moyenne annuelle entre 2018 et 2022. Aujourd'hui, il y a à peu près 3 trilliards, un peu plus de 3 trilliards en valeur, donc en dollars, de transactions digitales. D'ici à 2022, on attend quasiment 5,5 trilliards. Donc une entreprise qu'on sera amené à vous présenter plus en détail la prochaine fois, mais qui présente des conditions très intéressantes pour nos portefeuilles. Je repasse la parole à Giuseppe. Merci Claire. Donc voilà pour Wirecard qui était un des 2 mouvements essentiels dans les portefeuilles. Donc si on passe maintenant à ce que je vous ai annoncé tout à l'heure, donc les paniers que nous avons construits
pendant les trimestres. Alors, c'est un peu la nouveauté pour nous, donc je vais passer quelques minutes là-dessus. C'est surtout une nouveauté, je pense, pour les publics, parce que nous avons créé des paniers pendant de longues années. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse là-dedans? Alors, pourquoi nous pouvons le faire aujourd'hui? Nous pouvons le faire aujourd'hui pour les mêmes raisons que Accenture et les clients d'Accenture aujourd'hui s'intéressent aux nouvelles technologies. La gestion doit évoluer, les marchés des capitaux évoluent. De la même façon, nous avons à disposition des outils que nous n'avions pas encore il y a 3 ans, que ce soit en données, que ce soit en disponibilité de données, que ce soit en capacité de traitement de ces données ou en stockage. Donc tout ça permet d'avancer et de capitaliser sur 15 ans d'expérience de Varenne sur les bases de données fondamentales et comportementales. Donc si on regarde ici donc les paniers que nous avons créés dans les trimestres, qui a été un très bon contributeur au passage au sein du long de la poche longue, toute stratégie confondue. Donc c'est un panier qui cherche, qui est composé, si vous préférez, d'entreprises qui présentent des facteurs fondamentaux et comportementaux très favorables, comme ce que j'indique ici. Donc tout d'abord, les cash flows libres. Alors on parle des générations de trésorerie avant ou après fusion-acquisition, qui est exprimé dans notre façon de les voir un yield, c'est-à-dire un rendement. Donc imaginez une entreprise qui génère 13% par an de sa capitalisation en cash flow, ou qui transforme en quelque sorte des bénéfices en cash flow à rythme de 13% par an. C'est une excellente entreprise, évidemment c'est rare. Donc nous allons rechercher partout dans le monde ce genre d'entreprise. En même temps, on ne va pas se limiter à ceci, on cherche, et c'est la force de notre recherche, à associer à ces entreprises et choisir seulement celles qui présentent des facteurs comportementaux que nous connaissons bien, comme par exemple les transactions de dirigeants d'entreprise. Donc on cherche des entreprises dans lesquelles les dirigeants sont à l'achat sur son propre titre, ou encore des plans de rachat très importants de l'entreprise même sur ses actions, donc ce qu'on appelle les buybacks, ou les rachats donc les entreprises qui rachètent de façon très importante, et on exprime cela en termes des yields, c'est-à-dire toujours en termes des rendements. Donc imaginez une entreprise qui rachète 20% de sa capitalisation et qui est en même temps une des entreprises qui génère le plus de cash flow, toujours en termes des rendements. Ceci nous intéresse. De la même façon, on peut analyser également des anomalies ou des patterns de comportement du titre ou des politiques de distribution aux actionnaires. Donc, concrètement, on crée 2 sous-paniers. Un qui cherche des entreprises de très bonne qualité économique, de type A ou B en quelque sorte, qui présentent un niveau des cash flows, des prix en quelque sorte, des cash flows assez abordables. Donc on achète des entreprises qui, en quelque sorte, on achète un cash flow pas cher, si on peut dire ça comme ça. Ou encore, deuxième, GRTR, donc croissance ou retournement, des entreprises en phase de forte croissance ou de retournement. Les paniers sont libellés en euros avec un mécanisme de couverture et tous les mois, nous avons un rebalancing. Pour vous donner une idée des caractéristiques des composants, donc si on prend les premiers sous-paniers qui est les plus importants dans l'assemblage que nous en faisons, notamment pour les fonds UCITS, donc vous avez des entreprises qui présentent une rentabilité sur capitaux propres qui on peut estimer entre 15 et 20%, donc extrêmement satisfaisante. Même si légèrement plus faible probablement que celle que nous avons en moyenne sur l'enterprise speaking, c'est quand même tout à fait satisfaisant. Nous avons en même temps des entreprises qui présentent un très faible niveau d'endettement. Donc là, vous êtes à 26% en moyenne. Et un niveau de valorisation très attractif, puisque nous avons des ratios, si on prend juste les courses aux bénéfices, des 12 fois par rapport à une moyenne d'environ 17 ou 20, 21 même sur les indices. Les niveaux de dividendes est de 2,1%. Ce n'est pas, comme toujours, une préoccupation majeure pour nous, mais bon, c'est intéressant de les mettre en évidence, surtout par rapport au deuxième panier, qui est la croissance ou les entreprises en phase de retournement. Donc là, on travaille différemment. Là, on cherche des entreprises qui
sont soit, comme je disais, en forte croissance. Donc si on prend ces sous-paniers, ici vous avez qui est en moyenne ou en médiane, qui est un peu plus représentatif, ce sont des entreprises qui croissent à 41%, sont en très très forte croissance. Donc ce sont des entreprises qui présentent une accélération telle qui leur demande de ne pas distribuer de dividendes. Là, on cherche des entreprises qui investissent dans leurs projets. Et de la même façon, ici sur les entreprises en retournement, vous avez pareil un niveau d'endettement très faible qui a toujours été notre approche pour les entreprises en retournement. Vous vous souvenez, on n'associe jamais de la dette à un retournement opérationnel. C'est très compliqué. Donc, soit, si on regarde une entreprise en retournement, on s'assure que les niveaux de dette soient très, très limités. Donc, en ces cas-là, on a un endettement moyen d'environ 35% par rapport aux capitaux propres de ces entreprises. Donc voilà, si on regarde un exemple de comment cela marche, ici on présente un critère, un facteur. Donc là, on a tout simplement les rachats d'actions des entreprises. Donc, pour faire simple, ici, vous avez des entreprises qui ont racheté 20% de leur capitalisation. Là, évidemment, vous avez des cas très particuliers dans lesquels ce sont des entreprises qui ont acheté jusqu'à 50% de leur capitalisation. Donc, c'est très particulier, sachant aussi qu'en même temps, ce sont des entreprises qui génèrent énormément de cash flow. Donc, c'est très rare. Donc, aujourd'hui, ou plutôt historiquement, nous utilisons ces données et on va dire ces bases de données pour alimenter l'enterprise speaking, donc pour créer des screenings. Aujourd'hui, on peut aller au-delà. Et pourquoi on peut aller au-delà aujourd'hui? Je vous le disais, par l'émergence des capacités de stockage qu'on n'avait pas auparavant, la capacité de traitement des données et les données mêmes. Aujourd'hui, on achète des données qui sont d'une qualité et même encore il y a 3 ans, on ne pouvait même pas imaginer. Donc, c'est ça qui nous amène à en quelque sorte innover et prendre toujours une longueur d'avance par rapport peut-être à certains de nos concurrents et réussir à compléter, enrichir notre offre traditionnelle avec on dirait une offre des types on va dire différents mais tout à fait cohérents avec ce qu'on a toujours fait. Donc voilà pour l'indice. Donc pour vous donner une idée très rapidement, si on prend les benchmarks de la répartition sectorielle, vous voyez qu'on retrouve classiquement ce qu'on fait par ailleurs, toujours pas des financières, pas des banques, c'est quelque chose qui est pour nous très ancré, je dirais, dans la façon dont on gère. Donc si on passe du coup à l'exposition, page 61, donc, pendant les trimestres, nous avons augmenté légèrement les niveaux d'exposition. Là, je vous parle des fonds UCITS, variant valeur. Les fonds non UCITS, ils sont peu ou prou pleinement investis. Donc, si on parle des fonds UCITS, on voit qu'on a augmenté un tout petit peu l'exposition. Alors, c'est les fruits de l'investissement en Wirecard et évidemment l'ajout du panier dont je viens de parler. Qu'est-ce que nous imaginons pour la suite? Alors, je vous ai dit un très très bon trimestre, une excellente contribution sous les longs de l'enterprise speaking et du panier que nous avons créé. Ce sont des paniers qui aujourd'hui ont un poids d'environ 4 à 5% dans les portefeuilles. Et pour la suite, on utilisera nos armes, en quelque sorte, comme toujours, avec beaucoup de prudence. Pourquoi avec beaucoup de prudence? Parce que nous sommes dans un scénario économique très particulier, au début d'un resserrement monétaire qui peut être peut-être encore plus fort que certains observateurs imaginent, et dans un marché qui demeure et qui reste cher. Donc, on en parlera tout à l'heure. Donc, les opportunités qui se présenteront à nous seront saisies avec toujours la même diligence et la même prudence qui a caractérisé Varenne pendant 15 ans. Si on passe maintenant au short, alors vous vous souvenez quelle est l'idée ici? L'idée, c'est de pouvoir générer de la performance dans des conditions de marché ou des conditions économiques adverses. Donc aujourd'hui, comme David le disait en ouverture, nous commençons tout juste à connaître une normalisation de la politique monétaire, notamment aux États-Unis. La situation évolue vite, avec notamment les resserrements quantitatifs. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, on réduit les bilans de la Banque centrale
de la Fed à un rythme qui est environ 150 milliards par trimestre, donc c'est important, entre 120 et 160 on va dire par trimestre, donc c'est important. Donc on est dans une nouvelle phase, on est juste au début de cette nouvelle phase, on les voit aussi dans la politique monétaire conventionnelle ici. Comme vous l'avez annoncé déjà l'année dernière, notre souhait c'était de revenir sur les shorts tout d'abord, comme on l'a fait en avril, en diversifié, en indice, en panier. Et puis, les moments venus, c'est-à-dire lorsque les conditions de crédit suivront et se normaliseront également, là, on pourra à nouveau faire du short individuel. Donc, si on regarde un tout petit peu l'évolution, par exemple, de la yield américain, on voit que les mécanismes, il a commencé à se mettre en fonction. Donc on est déjà passé de quelque chose qui pouvait dire être 5,5% à environ 6,4%. Donc la transmission de la politique monétaire est en train de se faire. Ça prendra un moment, mais elle se fera. Et donc, si on regarde même en Europe, d'ailleurs, on le voit, les conditions de crédit sont en train de se normaliser. On n'est pas encore à un niveau qui est pour nous suffisamment intéressant pour pouvoir déployer des shorts de façon un peu plus agressive. Regardez ici, juste pour vous donner quelques idées, on avait, vous vous souvenez, en 2015, on vous avait dit on cherche un niveau de 7,5% sur la yield américaine. Bon, vous voyez, on n'est pas du tout encore, hein, on est bien loin. Mais on suit et on est prêt. Les équipes sont prêtes et ce que je disais tout à l'heure en parlant avec un investisseur, nous sommes très confiants quant à notre capacité à déployer des capitaux dans des configurations qui sont très différentes de celles qu'on a connues pendant les derniers, on va dire, presque 10 ans, 7-8 ans, avec des politiques monétaires qui étaient extrêmement distorsives d'ailleurs, et qui ont été historiques du point de vue conventionnel, des politiques monétaires conventionnelles, mais également dans l'assouplissement quantitatif. Donc ceci va changer, ça va changer aussi en Europe, on va parler dans quelques minutes. Donc du coup, pour les moments, nous utilisons uniquement des paniers en faible quantité. Donc on est sur des paniers short. Alors les paniers, je les avais présentés il y a 3 mois déjà en avant-première. On l'avait déployé en avril et il continue à fonctionner très très bien avec une évolution mensuelle, ce qu'on appelle un rebalancing. Là où nous avions en fin juin 31 composants. Quelles sont les caractéristiques de ces entreprises? Ce sont des entreprises qui, elles, brûlent énormément de cash en pourcentage de leur capitalisation. Vous imaginez une entreprise qui brûle 15% de cash de sa capitalisation tous les ans, elle est certainement dans une situation très problématique. Donc il faut comprendre pourquoi, évidemment, mais a priori, elle est. On ne se limite pas aux facteurs fondamentaux, comme toujours, on cherche des facteurs comportementaux qui accompagnent ceci. Et c'est véritablement la fusion de deux qui rend la sélection très puissante. Donc si on regarde, juste pour vous donner quelques éléments, quelques points de repère, les données de la sélection actuelle, donc c'est environ 3 milliards d'euros de capitalisation par entreprise. Vous avez un niveau de dette nette d'environ sur capitaux propres de 56%. Une rentabilité négative des actifs à moins 1,8 et tout de même un niveau de valorisation assez cher puisque nous sommes sur des valorisations d'entreprise par rapport à l'EBITDA des 17 fois. Flux de trésorerie libre sur capitalisation évidemment négatif à moins 5%. Si on veut exprimer sur un seul graphe ce que cela veut dire. Vous voyez, ça, c'est les composants du portefeuille. Qu'est-ce qu'elles veulent au moment ça, je crois que c'est... Alors, je parle déjà comme c'est au moment de l'achat oui, voilà, au moment de la vente plutôt. Au moment de la vente, au moment de la constitution de la position, ces entreprises brûlaient entre, on va dire, 5 et 30% de leur capitalisation tous les ans. Pour les rares qui ont généré un cash flow avant fusion-acquisition, si vous regardez on fait un focus ici sur ces peu d'entreprises qui généraient du cash. Là, vous voyez qu'ils l'ont brûlé énormément après fusion-acquisition et c'est la raison pour laquelle elles sont sélectionnées dans nos paniers. Donc ici, vous voyez qu'elles brûlent entre 25 et 70% des trésoreries
par an en termes de capitalisation. Donc 25 à 70% de leur capitalisation tous les ans. Donc en termes de secteur, là, c'est évidemment, on cherche ce genre de sociétés ou d'entreprises là où elles se trouvent. Donc il n'y a pas une volonté de se focaliser sur un secteur ou sur un autre. On reste assez large et évidemment, on cherche des entreprises qui répondent plutôt à nos critères. Donc voilà, sur ça, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite? Je dirais, on augmentera très prudemment notre exposition short, on suit les conditions macroéconomiques, on suit l'évolution de la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis comme en Europe notamment, mais aussi en Chine, on en parlera tout à l'heure rapidement. Et de l'autre côté, pour le moment, nous ne sommes pas encore à un niveau où on va déployer du short, on va dire, individuel. On est toujours dans du basket, dans du panier. Nous sommes bien loin d'une normalisation des crédits suffisamment importante pour pouvoir déployer le reste. Donc voilà, une évolution prudente pour les trimestres à venir. Et sur cela, je passe la parole à Bertrand et Michael pour nous parler rapidement des situations spéciales. Merci. Bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler des situations spéciales, on va revenir sur l'actualité et l'environnement de la stratégie. Simplement avant, je vais faire un bref rappel de ce que sont les situations spéciales chez Varenne et leur rôle dans nos fonds. Lorsqu'on parle de situations spéciales chez Varenne, on parle d'opérations de fusion-acquisition, on parle d'opérations de restructuration de capital ou d'opérations sur titre. On ne travaille que sur des opérations amicales et annoncées. Pas d'hostile chez Varenne, pas de pré-merger. On travaille sur un univers qui est sécurisé et uniquement sur les marchés développés en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. À l'instar des autres stratégies, nous bénéficions d'un framework propre avec des outils propriétaires, une équipe dédiée composée de Michael et moi-même, un processus structuré, une méthodologie rigoureuse. L'intérêt de la stratégie pour nos fonds est d'apporter un rendement supplémentaire tout en les décorrélant des marchés et en baissant la volatilité générale du fonds. Pour comprendre l'environnement de la stratégie, il y a 3 facteurs à prendre en compte: la volatilité, les taux d'intérêt et la capacité sur la stratégie. Tout d'abord, les taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont faibles sur la stratégie, l'expérience de gain est faible également. On est dans un contexte où les taux restent faibles en Europe. Ils sont en voie de normalisation aux États-Unis, mais restent près de 2%, ce qui est historiquement faible. C'est un facteur qui est aujourd'hui négatif pour le rendement de la stratégie. Deuxième facteur, la volatilité. Lorsqu'il y a de la volatilité sur les opérations d'arbitrage, on peut saisir des opportunités à un rendement supérieur. Les rendements s'écartent. Derrière moi, vous avez le graphique de la volatilité réalisée un mois sur le SPI 500. On voit que le dernier épisode majeur de volatilité était lors de l'été 2015, lorsqu'il y avait des craintes sur la croissance chinoise. On a eu un retour de la volatilité en début d'année, au mois de février, lorsque les marchés ont baissé fortement. Et pour illustrer cet impact sur la rentabilité des opérations, on a fait ce graphique avec 3 opérations qu'on suivait à l'époque. Orbital OTK, qui est une opération américaine, Hughes Net Apporté, qui est une opération européenne, et Bioverative, une opération transfrontalière. On voit que début février, lors de l'épisode de volatilité fort qu'on a connu sur les marchés, la rentabilité augmente. Si on prend la ligne la plus haute, qui est verte, Orbital ATK, on voit que la rentabilité brute de l'opération est passée d'1,9% à 3,1%. C'est ces fenêtres de tir qu'on cherche à saisir chez Varenne pour déployer du capital, capter du rendement lorsqu'il satisfait nos critères de rentabilité exigés, et également ça nous permet de réduire la corrélation du fonds au marché et d'en baisser la volatilité. Troisième facteur à prendre en compte, c'est la capacité sur la stratégie. Évidemment, plus on est d'arbitragistes à travailler sur les opérations d'arbitrage, moins il y a à gagner pour chaque arbitragiste. Et la capacité a fortement augmenté ces dernières années. Elle a presque quadruplé depuis 2013. Elle était à l'époque à 17 milliards de dollars. Et aujourd'hui, elle a 66 milliards de dollars d'actifs sous gestion de fonds travaillant sur l'arbitrage de fusion-acquisition. Donc, sur ces 3 facteurs, les taux d'intérêt et la capacité impactent négativement le profil de rentabilité de la stratégie. Cependant, la volatilité a été positive au premier semestre. Elle avait été au premier trimestre, elle a continué au second trimestre, ce qui nous a permis d'augmenter notre exposition. Là, on a Varenne Global, on a l'exposition brute du fonds à la stratégie, et on voit qu'au second trimestre, nous avons pu porter notre exposition à plus de 25% à fin juin, ce qui renoue avec les niveaux qu'on avait connus en 2015. Donc en moyenne sur le semestre, environ 20% d'exposition. Cette exposition, on l'a faite en travaillant sur environ 25 opérations au cours du premier semestre. Elles affichent une rentabilité nette annualisée moyenne de 4,6% pour une durée moyenne de 74 jours.
Si on regarde un peu ce qui s'est passé ce trimestre, plusieurs opérations se sont terminées, comme Orbital ATK, Ablinx, Hughes, Refresco ou encore Bioverative. Nous avons rentré de nouvelles opérations en portefeuille, comme Validus, ZPG, CityFiber, Snaitech et d'autres opérations qu'on avait déjà le trimestre précédent sont toujours en cours, comme Gemalto ou encore Essilor Luxottica. Dans ce tableau également, vous avez deux opérations un peu particulières, Bango BPI et Time Warner. Ici, on affiche les rentabilités nettes non annualisées. Cette opération qui ne durait qu'une journée. Ce ne serait pas très significatif de vous donner le rendement annualisé. Elles ont toutes les deux affiché un rendement net en une journée de 1,34% et 1,10%. Enfin, pour parler de la contribution de la stratégie au fonds, on est sur des contributions qui se situent entre 30 et 40 points de base sur l'ensemble de nos fonds. Ici, sur Varian Global, on est à 38 points de base. Et vous voyez qu'on est toujours très exposé à la stratégie. 25, on l'a vu, près de 25% sur Varian Global. 10 opérations. Ces opérations qui présentent toujours une décote vis-à-vis de leur prix d'offre. Donc, c'est une réserve de performance pour nos fonds qui se situe entre 10 et 15 points de base sur l'ensemble de cela. Je vais maintenant laisser la parole à Mickaël, qui va illustrer la méthodologie et vous annoncer les perspectives pour la fin d'année. Bonjour à tous. Donc Bertrand vous a présenté le framework et l'environnement de la stratégie et on va maintenant s'intéresser à une opération en particulier qui illustre donc notre méthodologie et la façon dont nous prenons une position sur des opérations. Donc il s'agit du rachat de Time Warner par AT&T. Donc c'est une transaction qui a été très suivie par les fonds d'arbitrage sur fusion-acquisition et c'est une transaction qui a aussi été longue puisqu'elle a été annoncée en octobre 2016 et elle s'est terminée tout récemment, donc en juin dernier. C'est une opération qui initialement était hors méthodologie pour nous, donc 3 raisons principales à cela. Tout d'abord, on avait identifié un risque antitrust important. En effet, c'est une transaction dans laquelle vous aviez 2 acteurs de taille importante. D'un côté, AT&T, qui est le 2e plus gros distributeur de contenu aux États-Unis, le 2e plus gros opérateur télécom. Et de l'autre côté, Time Warner, qui est le 2e plus gros fournisseur de contenu aux États-Unis, avec des marques importantes, comme par exemple la chaîne HBO, que vous connaissez, car elle diffuse la série Game of Thrones. Donc ce risque antitrust s'est assez rapidement matérialisé. Vous voyez qu'en novembre 2017, le Department of Justice, donc l'autorité antitrust américaine, a initié une action en justice pour bloquer la transaction sous motif qu'elle violait la loi antitrust. Deuxième risque que nous avions vu, donc c'est une hostilité politique particulière sur ce deal, avec notamment une hostilité qui venait du président Donald Trump, qui avait fait des déclarations répétées pendant sa campagne contre la transaction, en expliquant qu'elle était néfaste pour les consommateurs américains, et Donald Trump qui avait aussi une animosité particulière vis-à-vis de la chaîne CNN, qui appartient au groupe Time Warner. Enfin, dernier point, donc c'est une offre qui était une offre mixte. Donc pour une action Time Warner, vous alliez recevoir du cash et des actions AT&T, mais c'est une offre dont les termes finaux ne seraient connus qu'en fin de transaction. Donc potentiellement un risque pour nous d'avoir une exposition directionnelle. Donc ce que nous ne faisons absolument pas, car toutes les positions d'arbitrage que nous prenons sont des positions complètement hedgées. Donc au départ, on avait une opération qui était hors méthodologie. Donc c'est une opération que nous avons mis dans ce qu'on appelle les deals landmark, donc qui sont des deals en fait que l'on va continuer à suivre puisque à un moment donné de leur vie, eh bien, ils peuvent correspondre à nos critères de sélection. Donc c'est ce qui s'est passé avec cette opération. On a eu un événement qui a fait qu'on a pu la regarder le 12 juin dernier. On a donc suite à un procès qui a eu lieu entre le gouvernement américain, le Department of Justice et AT&T Time Warner, eh bien la Cour fédérale de Washington a donné raison à AT&T et Time Warner et a autorisé la fusion à se faire. Donc à partir de ce moment-là, on a identifié un seul risque résiduel et le risque qu'il y avait, eh bien, c'était que le gouvernement fasse appel de cette décision et aurait pu demander en plus de cet appel, donc ce qu'on appelle un sursis à exécution, qui aurait fait que la transaction n'aurait pas pu se clore avant un éventuel verdict d'un jugement en appel. Donc c'était le seul risque qu'il y avait assuré à ce moment-là, et donc on a analysé ce risque en regardant très particulièrement donc, le verdict qui avait été rendu en première instance par le juge. Et c'est un verdict qui était très tranché contre le gouvernement et en faveur de Time Warner et AT&T. Et donc ça nous a conforté dans l'idée que le gouvernement, au cas où il le demandait, n'obtiendrait pas ce sursis à exécution. Et on avait aussi une problématique donc, de timing, puisque les parties pouvaient clore la transaction avant le 21 juin. Et donc ça laissait très peu de temps pour le gouvernement pour monter un argumentaire solide pour éventuellement demander un sursis à exécution qui aurait été très probablement refusé. Donc en termes de prise de position, nous avons décidé avec le comité d'investissement de prendre une position le 14 juin. Et le même jour, le soir même, en fait, le gouvernement américain a annoncé qu'il ne demanderait pas de sursis à exécution, ce qui a débloqué la transaction puisque les deux parties, AT&T et Time Warner, ont pu clore la transaction dès le lendemain, le 15 juin. Donc vous voyez que sur cette opération, on a réalisé une rentabilité non annualisée de 1,10%. Et c'est une opération qui a duré seulement un jour pour nous, donc avec une rentabilité annualisée extrêmement élevée.
Si on regarde le graphique suivant, donc c'est un graphique qui va représenter l'évolution de la rentabilité brute sur l'opération. Donc comme vous le voyez au départ, quand la transaction a été annoncée, on avait donc ce qu'on appelle un spread, donc la rentabilité brute très important de l'ordre de 20%. Et ce spread s'est progressivement réduit à mesure que des fonds d'arbitrage sont entrés sur la transaction pour atteindre un point bas en octobre 2017 à environ 2%. Ce que l'on voit, c'est que lorsque l'antitrust américain a intenté une action en justice, eh bien, ce spread s'est très fortement écarté pour retourner vers des niveaux de l'ordre de 18%. Et cela a pénalisé beaucoup de fonds d'arbitrage qui s'étaient positionnés avant sur la transaction et qui, du coup, ont encaissé des pertes importantes, notamment en raison du déclenchement de stop-loss. Donc on voit que l'intérêt de notre approche sur ce type de transaction, c'est que l'on a pu rentrer sur une transaction à un moment donné où elle était dérisquée, sur une durée très courte, puisque l'opération a duré 1 jour, donc la rentabilité annualisée était très importante, et on a pu réaliser cette opération avec une volatilité faible. Si on passe maintenant donc, aux perspectives et à l'environnement M&A, ce qu'on a pu voir ce semestre, donc on vient de le voir avec AT&T, Time Warner, donc c'est une hausse significative du risque réglementaire. Tout d'abord, on a une redéfinition en ce moment des pratiques antitrust. On l'a vu avec cette transaction AT&T Time Warner, puisque des transactions verticales typiquement n'étaient pas attaquées avant. Et là, on a l'antitrust américain qui a décidé d'attaquer cette transaction, donc plus d'agressivité de la part des autorités antitrust. Et en même temps, des autorités antitrust qui ont été renforcées. Par exemple, si on prend des juridictions comme la Chine et le Brésil, eh bien, on a eu une consolidation des organes antitrust avec en même temps beaucoup de recrutements qui ont été faits et des praticiens qui maintenant travaillent par secteur. Donc pour nous, cela veut dire que si on travaille sur une transaction transfrontalière, eh bien, il faut être très attentif aux différentes juridictions. Deuxième façon de voir le risque réglementaire, c'est via le risque de contrôle des investissements étrangers. Donc c'est un risque qui est vraiment d'actualité avec les contextes de tensions commerciales que l'on a entre les États-Unis et la Chine tout particulièrement, et maintenant avec l'Europe. Si on prend l'exemple de l'organe qui est responsable de ce contrôle aux États-Unis, donc le CFIUS, eh bien le CFIUS est intervenu récemment et a poussé le président Trump à bloquer par exemple la transaction entre Broadcom et Qualcomm, et est intervenu plus récemment pour mettre en place une série de mesures pour restreindre les investissements chinois dans les secteurs technologiques stratégiques aux États-Unis. Donc on a ce risque réglementaire qui revient et en même temps on continue à avoir des volumes de transactions très importants. Sur le premier semestre, donc on arrive à 2500 milliards de dollars de transactions annoncées avec des transactions de taille très importante. On a plus de 35 méga-deals d'un montant supérieur à 10 milliards de dollars avec un cycle qui est soutenu par plusieurs facteurs. On a eu l'impact de la réforme fiscale de Donald Trump, toujours comme au premier trimestre, une facilité à obtenir le financement, que ce soit pour faire des paiements en actions, puisque les valorisations des entreprises sont au plus haut, ou bien pour faire des paiements en numéraire, puisque les conditions de crédit sont toujours très favorables. Enfin, on a les tendances de fond avec des mouvements de consolidation pour résister à une concurrence de plus en plus rude. On parle parfois d'ubérisation, d'amazonisation. On a cet exemple aux États-Unis dans le secteur de la santé. On a eu plusieurs transactions où des mutuelles ont racheté des chaînes de pharmacie en prévision d'une arrivée potentielle d'Amazon sur le marché de la pharmacie, donc des transactions défensives. Enfin, dernier point à souligner, c'est la forte augmentation des transactions de private equity sur ce semestre. On a eu 190 milliards de dollars de transactions LBO au premier semestre, donc plus 50% par rapport à l'année dernière. Ce qui s'explique entre autres par la disponibilité et le faible coût pour les private equity du financement, puisque les leverage loans, donc les prêts à effet de levier qui sont utilisés par les private equity, sont très souscrits par les investisseurs qui cherchent du rendement dans un environnement de taux bas, ce qui leur permet à ces private equity de réaliser des investissements avec des multiples très élevés. Quand on regarde par exemple l'enterprise value sur EBITDA, on arrive à une moyenne de 14,5 fois par rapport à 11,5 fois au premier semestre 2007. Donc vous voyez qu'on est sur des niveaux très élevés. Enfin, dernière chose sur le private equity, donc c'est ce qu'on appelle le dry powder. Le dry powder, en fait, c'est donc les montants qui ont été levés par les fonds de private equity, mais qui n'ont pas encore été déployés pour réaliser des investissements. Donc on peut voir ça comme la puissance de feu des private equity. Et on voit qu'on est à un plus haut historique avec 1700 milliards de dollars de dry powder. Et donc potentiellement, on s'attend toujours à des private equity qui vont soutenir le cycle et une nouvelle vague de transactions de private equity. Et donc pour l'environnement, on s'attend toujours sur la suite de l'année à des volumes élevés, donc un cycle qui sera soutenu, mais en même temps pour nous, donc on a cette hausse du risque réglementaire et en même temps des valorisations élevées, et donc pour nous cela signifie d'être plus sélectif lorsque l'on sélectionne des transactions. Donc voilà pour la partie situation spéciale, on sera bien évidemment à votre disposition au cocktail si vous avez plus de questions, et je vais repasser la parole à Giuseppe pour la suite. Merci. Donc on va parler maintenant de la partie couverture macroéconomique, et on en profite comme toujours pour vous donner, partager un peu avec vous notre
notre vision actuelle sur l'économie et sur les marchés. Donc, avant d'y rentrer, je vous rappelle que la stratégie vise à identifier des risques que nous ne pouvons pas assurer autrement par les différents moteurs, les définir de la façon la plus efficace possible des antidotes, en quelque sorte, par rapport à ces risques, et mettre en place, soit dans la limite d'un budget maximal de 1,5% par an, ce qui est quand même très important pour nous, de mettre en place des couvertures qui soient soit des instruments asymétriques, donc des options ou des CDS, ou des types optionnels, on va dire, ou encore des positions directionnelles. Donc, je vais rentrer un tout petit peu sur des éléments d'analyse, mais avant même de rentrer, je reprends ce qu'il venait de dire Michael. Michael a dit, dans un environnement des taux bas, finalement, la recherche des rendements a poussé les agents économiques à acheter un peu n'importe quoi, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai, mais c'est un mécanisme qui est en train progressivement de s'égripper. Donc, on les voit très clairement sur les marchés émergents. Vous savez ce qui s'est passé sur les émergents, on va en toucher un mot tout à l'heure. C'est un mécanisme auquel nous avons été habitués pendant presque 10 ans. Donc c'est quelque chose de très particulier qui a créé probablement des bulles sur un certain nombre d'actifs, notamment les crédits, mais pas que, et qui est les principaux dangers, comme on l'a dit depuis de longues années, au moment où on rentre dans une nouvelle phase, qui est une phase de resserrement monétaire aux États-Unis, évidemment offseté ou compensé, si on peut ainsi dire, par la politique fiscale de Donald Trump. Et en Europe, au 4e trimestre, on démarrera également une première phase de normalisation de la politique monétaire avec l'assouplissement quantitatif qui, petit à petit, touchera sa fin en Europe. Donc, dans ce contexte, quelle est la situation des différents marchés? Alors, les marchés développés aujourd'hui se portent toujours très bien. Ils n'ont pas été encore impactés par ceci. Les marchés émergents commencent à l'être, et on peut les voir. Ils commencent à l'être d'autant plus que les protectionnismes visés ou obtenus plutôt par les mesures par la guerre commerciale déclenchée par Donald Trump risquent d'avoir un impact très important sur certains de ces marchés, notamment exportateurs, pensons à la Chine, qui ont de facto très peu de capacité de riposte, puisque en quelque sorte l'export chinois vers les États-Unis est colossal, l'export américain vers la Chine est très très faible. Donc du coup, M. Trump, il sait parfaitement qu'il a une arme phénoménale, redoutable, et qu'en gros, je dirais, un bon joueur de poker, il a une excellente main par rapport aux autres. Donc du coup, on verra comment ceci se développe et si ça prend des aspects politiques, une tournure politique qui pourrait véritablement créer un problème. On va commencer à les voir. Évidemment, l'impact débute sur les marchés émergents. Donc, je vais vite sur les États-Unis, puisque ça se passe bien. Comme je le disais, on voit l'augmentation du salaire qui commence aussi je dirais, qui est soutenue, qui continue aux États-Unis, notamment soutenue par la réforme fiscale. Tous les indices sont verts, donc ce que je vous propose de passer un peu rapidement sur tout ça. Je laisse ces slides uniquement parce qu'on me les demande, les investisseurs nous les demandent, mais je ne vais pas les commenter à chaque fois, sauf si évidemment vous avez un point spécifique. Globalement, les messages aux États-Unis, ça se passe très bien. Les niveaux d'inflation remontent également, d'où l'action de la normalisation de la politique fédérale. En Europe, on est dans une situation d'amélioration globale, on le sait. Avec un taux de croissance qui n'est pas spectaculaire, mais qui commence à se stabiliser autour de 2,5%. Une inflation qui retrouve des niveaux proches de l'objectif de la Banque centrale. Et là, par contre, on commence à voir, je dirais, un effet assez important sur les politiques monétaires, de ce qui se passe, on va dire,
aux États-Unis, en Europe et dans le monde. Donc on voit dans les derniers plusieurs mois, on a vu une appréciation très forte du dollar par rapport à l'ensemble des devises. Et l'euro n'a pas été exception, notamment à cause des derniers épisodes que nous avons connus en Italie et en général de la perception qu'on a sur la construction européenne. En Chine, c'est encore plus flagrant, je trouve. On regarde un tout petit peu, si on regarde sur 2018, on voit l'appréciation forte du dollar avec donc la baisse correspondante du renminbi. Et on les voit également dans une inversion tendance qu'on voit ici, sur l'accumulation des réserves en devises de la Banque centrale. Donc vous voyez les différentes phases, une phase dans laquelle finalement ils avaient accumulé énormément de réserves, ils en avaient brûlé 1 1000 milliards, donc 1 trilliard, pour essayer de défendre la parité et se mettre en face des flux sortants. Finalement, on avait retrouvé une certaine normalité fin 2016, les Trump rallye, l'économie l'économie chinoise qui retrouve une certaine vitalité, et finalement, dans l'autre sens, on recommence en 2018. Alors, pourquoi ceci? Parce que globalement, on a gardé une politique monétaire assez stable depuis 2015, suite un peu aux événements, vous vous souvenez de l'été 2015, août 2015 notamment, sur les marchés. Ils avaient réussi à stabiliser l'immobilier grâce, on va dire, à des mesures administratives. Donc ils n'ont pas eu besoin d'intervenir sur la politique monétaire. Pourquoi ils recommencent en quelque sorte? Ici, on le voit en avril, on a une injection de liquidités importante en Chine. Pourquoi? Parce que d'un côté, effectivement, l'immobilier avait été refroidi au moment où on comptait sur la consommation et l'investissement. Pardon. Donc l'investissement qui a été évidemment un moteur essentiel de la croissance chinoise, financé par la dette. Or, on se retrouve dans une situation dans laquelle les mesures de Trump commencent à briser la confiance d'un côté et réduire les investissements dans des secteurs qui sont déjà surcapitalisés. Donc on est dans une situation dans laquelle, sur les investissements industriels en Chine, on ralentit parce qu'on ne sait pas si en quelque sorte il y aura un débouché pour les biens qui pourraient être produits par ces investissements. Donc les investissements ralentissent au moment où l'immobilier avait déjà été maîtrisé et ralenti, donc on les voit très bien ici. Donc suite à la bulle de 2015, maîtrisée parfaitement par des mesures qui sont un mélange de mesures administratives et d'interventions réglementaires et sur l'interbancaire. Donc en gros, en quelque sorte, ils ont réussi à rendre plus cher les prêts immobiliers sans toucher forcément au taux directeur et aux réserves. Donc ceci a été un succès, sauf qu'aujourd'hui c'est un peu un boomerang, dans le sens que si vous avez l'immobilier qui n'arrive plus à croître d'un côté, vous avez la consommation qui fonctionne encore, mais l'investissement qui est le plus important, comme vous le savez en Chine, qui commence à ralentir. La réponse des autorités chinoises a été, comme toujours, on injecte de liquidité dans le système, et on a donc une baisse un point des réserves obligatoires des banques, des instituts de crédit en Chine. Alors c'est très très important, vous voyez, c'est rare d'avoir un mouvement aussi radical dans le passé, même au moment, on va dire, de la pré-crise, en quelque sorte, 2015. Donc c'est un mouvement important, c'est un mouvement qui injecte 1% en quelque sorte du bilan de l'ensemble des banques chinoises dans l'économie, et il vise à, en quelque sorte, contrecarrer les effets d'éventuels impacts sur les exports et réduction des investissements. Donc du coup, on voit déjà un impact réel des politiques de Trump en Chine. Et je vais plus loin. Tout ceci s'ajoute à des années des politiques d'investissement financées
par la dette, avec un niveau de diligence assez moyen, avec des surcapacités sur plein de secteurs et en Chine, qui risquent aujourd'hui de devenir problématiques si les importations chinoises, les exportations chinoises, on va dire aux États-Unis, devaient se retrouver moins compétitives. Donc, les niveaux de dette et les problèmes en Chine comme ailleurs, je présente souvent ces graphes dans lesquels on voit la progression de la dette des entreprises non financières qui passe de 70% à 125% du PIB juste en quelques années. Et on va comparer à d'autres cas de crise, on va dire, ces niveaux, les niveaux chinois. Et on sait que, bon, évidemment, la Chine, c'est un cas à part pour plusieurs raisons. Ils sont plus capables d'absorber probablement une masse de dettes plus importante, mais c'est tout de même assez inquiétant en termes d'évolution. Donc, je passe le Japon, parce que bon, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, sauf toujours l'abandon de la politique monétaire. Ici, on les voit avec des taux à zéro. Donc, le Japon, pour le moment, il est totalement dépendant à la fois de la politique monétaire étrangère, mais aussi de la conjoncture. Et je reviens à ce que j'appelle un peu la force gravitationnelle essentielle, qui est la normalisation de la politique monétaire aux États-Unis et plus tard, on verra en Europe. Donc, c'est niveau conventionnel, les augmentations des taux directeurs américains, mais aussi le début d'un resserrement quantitatif, ce que j'appelle les QT aux États-Unis, avec une baisse du bilan, une réduction du bilan de la Banque centrale, ce qui veut dire très concrètement que la Banque centrale est en train de vendre en ce moment des actifs. Donc vendre des actifs par opposition à les acheter. On les a achetés pendant de longues années. On a constitué un énorme en fait, un réservoir d'actifs qui peuvent être tout simplement des bons des titres d'État, des dettes souveraines, mais aussi des titrisations immobilières. Alors ceci, pour le moment, on a gardé une certaine stabilité, on réinvestissait, mais non, on est en train de les vendre, donc de baisser les niveaux des stocks au sein de la Banque centrale américaine. Pourquoi ceci ? Parce que la Fed va se préparer à la prochaine crise. Elle va pouvoir disposer d'un arsenal d'armes pour pouvoir réagir. En quelque sorte, elle va pouvoir, à un moment donné, baisser les taux, comme il a fait dans d'autres situations. Vous voyez, si on est là, on ne peut plus vraiment faire grand-chose. On va pouvoir les baisser, on va pouvoir acheter des actifs plus tard, et donc ils accélèrent cette normalisation à un moment où, évidemment, le président Trump décide des plans de relance assez forts du point de vue de la politique fiscale. Donc, l'effet sur les marchés émergents, évidemment, est immédiat. Donc, on avait toujours dit... Et on a parlé maintes fois dans cette salle des risques associés à ces genres d'investissements, parce que finalement, ce sont des flux qui n'ont plus raison d'être du moment où on a de la rentabilité, notamment à court terme, dans les marchés développés, notamment aux États-Unis. Donc, lorsqu'on trouve de la rentabilité à court terme aux États-Unis, les investisseurs, notamment américains, ils n'ont plus un intérêt à aller se positionner sur, on va dire, sur cette cascade, en quelque sorte, des prises des risques, qui a fonctionné pendant 10 ans. En quelque sorte, on a cherché les rendements de façon presque artificielle, là où ils se trouvaient. Si on le retrouve aux États-Unis, ça fonctionne dans l'autre sens. Et donc, du coup, ce que je trouve assez intéressant de cette diapositive, au slide, c'est que quand vous regardez la quasi-totalité de ces pays, vous avez à la fois une devise qui baisse, mais aussi des indices actions qui baissent. Donc, généralement, on sait, on a les cas japonais dans lesquels on a une devise qui baisse et donc, du coup, les marchés qui montent. Là, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc, on est dans une situation inverse dans laquelle on a des flux sortants qui font à la fois baisser les prix actifs en devise locale et la devise. Donc, ceci, évidemment, est un impact limité aux pays émergents. On a un petit impact sur l'euro aussi, on l'a vu évidemment, récemment, mais bon, ça reste assez limité. C'est aussi en partie lié aux décisions de la Banque centrale européenne et plus qu'américaine, et aux crises qu'on est capable de nous infliger tout seul en Europe. Mais voilà, ça c'est quand même important. Regardez en Chine, par exemple. Chine, on a
une petite baisse, mais qui est importante à l'échelle du renminbi, il y a un year-to-date qui s'est produite aussi pas mal sur les derniers mois, et une baisse importante des actifs. Donc, la guerre commerciale est un élément important pour ces pays. Pour les restes, c'est véritablement la normalisation de la politique monétaire. Pour l'Europe, sur les marchés développés, pardon, excusez-moi. Sur les marchés développés, là, on regarde l'Europe de mémoire, oui, c'est ça. Quel est l'impact? Alors, l'impact, il est en train de se faire, en fait. C'est pas encore, on n'a pas un véritable impact, mais si vous regardez ici la courbe des rendements, prenons par exemple les BBB ou les BB, donc un peu la yield de l'autre côté, on voit comme on a gagné, par exemple à ce niveau-là, on passe de 2% à 3% à plus de 3% à l'espace des 6 mois. Donc, la transmission des politiques monétaires est en train de se faire aussi en Europe. C'est plus lent, on part d'un niveau très faible, donc il n'y a pas d'impact à court terme, mais on va s'y préparer. Et c'est pour ça que nous avons développé l'arsenal dont je parlais tout à l'heure en termes de stratégie, la possibilité d'avoir du short et l'ETR risque. Alors, sur l'ETR risque, je passe un peu rapidement tout ça pour y arriver directement au portefeuille. Donc, vous l'avez compris, les principaux problèmes, c'est les niveaux de dette mondiale, que ce soit en Chine comme dans les pays occidentaux, au moment où ces genres des cercles vertueux commencent à fonctionner dans l'autre sens. Et donc, les prix actifs risquent d'être impactés par un reflux au niveau de l'économie, des flux financiers au sens large, et évidemment impacté par une dette probablement trop importante. On aura besoin à quelques moments de reconnaître des défauts et de reconnaître certainement on va dire, dépréciation d'un certain nombre de ces actifs. Donc, c'est les risques principaux du système, c'est contre ces risques qu'on est toujours protégé. Bon, ça, c'est la slide que je mets à chaque fois parce que ça fait rigoler un certain nombre quant à la capacité de prévision des économistes des crises, mais je vous la laisse apprécier. Donc, du coup, si on regarde notre portefeuille, comment nous avons évolué? Alors, vous vous souvenez, nous avons été très actifs sur les TR risques, sur les macro-hedge, ou la couverture macro, on dit, pardon, en français. Sur les couvertures macro, on a été très actifs en 2017. Donc, on a constitué notre portefeuille petit à petit en 2017. Vous vous souvenez, par exemple, slide 127, l'évolution sous les CDS. Donc, nous avons diligemment acheté à partir je crois que c'était l'été 2017, lorsque les niveaux des spreads, c'est-à-dire des rentabilités des CDS avaient baissé énormément. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le disait Michael tout à l'heure, les investisseurs cherchant de la rentabilité, ils étaient prêts à acheter à peu près n'importe quel prix des instruments financiers, incluant des instruments concessifs qui, en quelque sorte, vendent de la protection à nous qui sommes acheteurs de protection. Donc, on a profité de cette situation et tout au long de l'été et jusqu'au 23 janvier 2018, nous avons créé des positions importantes en CDS sur la dette financière subordonnée. Qu'est-ce que c'est? Vous le connaissez, c'est la dette financière subordonnée, c'est la dette financière émise par les banques et assurances, notamment en Europe, parce que c'est celle-ci qu'on achète. Et donc la protection que nous achetons, c'est contre un éventuel défaut de ces dettes. Alors c'est la dette qui est la plus junior, c'est-à-dire c'est celle qui absorbe les éventuelles pertes juste après l'equity. Donc on est arrivé à en acheter à moins de 1%, à ce niveau-là. Donc les derniers achats que nous avons en date, c'est le 23 janvier. Vous voyez ce qui se passe après, les spreads remontent. On est passé sur du générique des 90 à 180. Donc vous voyez comment on a eu un repricing assez important. C'est lié à quoi? C'est lié à la normalisation de la politique monétaire. Donc du coup, comme je peux avoir de la rentabilité aux États-Unis d'un certain type, tous les systèmes financiers s'ajustent, comme les yields, comme on voyait tout à l'heure, la courbe des taux, mais plus particulièrement dans les derniers, on va dire, les derniers des mois, aux inquiétudes quant à la solidité, évidemment, de la construction européenne et notamment l'émergence d'un certain nombre de gouvernements populistes en Europe. Donc, nous gardons ceci en place. Pourquoi? Parce que
évidemment, ici, dans ces cas d'espèce, l'inquiétude, elle porte sur le fait que les banques européennes détiennent une bonne partie de la dette souveraine européenne. Mais pour nous, le problème est encore plus important. Ce sont malheureusement on va dire, ce sont des institutions financières assez fragiles qui non seulement peuvent pâtir d'une situation de ce type-là, mais en cas de crise économique, ils peuvent avoir à se refinancer assez vite, assez rapidement. Et les instruments que nous assurons, nous les répétons, pour lesquels nous achetons une assurance, c'est la dette financière subordonnée. Donc pour nous, à ce moment-là, si vous voulez, c'était bradé, si on peut dire ça comme ça, c'était vraiment pas cher, et nous avons constitué nous avons créé une position importante puisque nous avons acheté un notionnel jusqu'à 27,5% d'objectifs sur les fonds UCITS et 32,5% sur les fonds non-UCITS. Ça veut dire quoi? On a aujourd'hui, prenons 30% de moyenne sur ces fonds-là. Chez Varenne, nous détenons sur tous les portefeuilles environ 30% des protections sur les défauts des titres, 30% des actifs, sur les titres des subordonnés émis par les institutions financières. Quel est le coût pour nous maximum? Il est très simple. Vous avez vu, on paye 1% à peu près, même moins, parce qu'en fait, ça c'est un peu technique, mais on paye un peu moins que ça en réalité. Donc, on va dire 1% pour faire simple. Le coût est 0,3%, 30 points de base par an pour cette protection. Et la perte maximum qu'on peut avoir, elle n'excédera pas, elle ne peut pas excéder la prime qu'on paye comme sur l'option. Donc, pour le reste, vous voyez les différentes zones d'achat. Pour le reste, on est toujours en place. Donc, l'autre chose qu'on avait fait en 2017, on avait acheté des puts sur des best of puts, comme on appelle ça en anglais, donc des puts sur les meilleurs des deux marchés, donc les Nikkei et les Eurostoxx. Pourquoi? Parce que ce sont les marchés les plus sensibles à l'export et donc à la conjoncture économique. Donc, on est toujours en place sur ces puts. Donc, on est à un niveau de strike qui est d'environ 20% dehors de la monnaie sur l'Eurostoxx. Un peu plus, on doit être autour des 30 sur les strikes historiques du Nikkei. Nous avons également inséré sur certains de nos fonds des fonds un nouveau strike, mais évidemment, ce n'est pas énorme, c'est juste suit par exemple des souscriptions. Lorsqu'on a des souscriptions, nous n'allons plus nous repositionner sur ces strikes-là, mais nous préférons un strike un peu plus élevé. Donc, cette couverture reste en place pour un notionnel de 11,3% sur les fonds UCITS et de 24,1% sur les fonds non-UCITS. Et enfin, vous avez la put yen US dollar qui est un complément de la couverture que je viens de vous évoquer. Et pour terminer, voilà, vous avez un peu un résumé. Depuis, sur les trimestres, en fait, nous n'avons pas effectué des changements. Donc, du coup, on profite en quelque sorte des événements. Comme David l'a rappelé, la couverture macro nous ont coûté, si on fait un exemple, 20 points de base en avril, mais ils ont rapporté 60 points de base en mai, ce qui explique une partie de la performance dont on a parlé, de la résistance des fonds. Nous ne faisons pas de changements, on observe, on continue à explorer des pistes alternatives. Pour le moment, on n'a pas de besoin incessant de nouvelles positions, mais on est toujours à la recherche des potentielles nouvelles idées, dont on parlera évidemment avec vous par la suite. Donc voilà, pour faire un petit peu vite et essayer de rester dans les temps. Et peut-être, s'il y a des questions, après je passe la parole à Franck. Si vous avez des questions, on peut soit les poser ici, soit continuer autour du buffet qui est juste en face. Les questions? Donc, la première, c'est est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu la situation en Italie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est auparavant, vos couvertures, vous les faisiez sur le cuivre. Ah, ça, c'est, et donc, pourquoi vous avez changé? D'accord, très bien.
Alors, je commence avec la deuxième question. Les cuivres, c'est fait maintenant. Nous avons vendu toutes nos positions en 2015 de mémoire. Donc ça fait déjà 3 ans qu'on est totalement absent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on évalue à chaque instant la couverture la plus appropriée. Donc quand nous l'avons fait, alors je n'ai pas un graphe ici, mais lorsque nous avons démarré sur les cuivres, on était en 2011, les cours étaient à environ $10 000 de la tonne. Il avait baissé jusqu'à $5 000 de la tonne. Nous avons clos la position pour la simple raison qu'on était presque au niveau du coût de production. Puis les cuivres a remonté, donc effectivement on est autour des 7 000 je pense à ce moment. Donc on est dans une zone en quelque sorte qui pour nous n'est ni d'achat ni de vente. Donc nous surveillons, donc on n'exclut pas du tout, je vous disais tout à l'heure, on regarde encore et toujours d'autres possibilités de couverture. Pour le moment, on ne fait rien sur les matières premières, mais je n'exclus pas du tout de nous repositionner par la suite. Pour le moment, on trouve que les couvertures que nous avons sont beaucoup plus appropriées par rapport au risque et surtout au profil des rendements risques que nous cherchons. Je donne un exemple. Si nous avions eu les cuivres pendant ces premiers 6 mois, on n'aurait pas eu grand-chose. En fait, on aurait juste, en quelque sorte, subi un coût, en quelque sorte, tandis qu'avec les positions que nous avons eu un gain. Vous voyez, donc c'est aujourd'hui, quand vous êtes... je reviens en arrière parce que c'est une question intéressante et que je me permets un peu d'ouvrir un tout petit peu à une autre question. Si je reviens juste en arrière là, hop. Ici, en 2016, en aucun cas, ça aurait été intéressant d'acheter de la protection à 2,2% sur la dette financière subordonnée financière européenne. 2,2% par an, c'est ce que vous payez. Tandis qu'ici, on a payé, si on regarde sur ce qu'on a véritablement acheté, c'est ça. Hein, donc on a payé moins de 1%. Vous comprenez? Alors ça, pour nous, c'est toujours une couverture, il faut la prendre au bon moment, la payer les bons prix. Et typiquement, à ces moments-là, c'était la couverture la plus efficace. En 2011, les cuivres étaient plus efficaces que d'autres couvertures comme celle-ci. Ça répond à votre question? Merci. Oui, pardon. Ah, l'Italie, pardon, excusez-moi, j'ai oublié l'Italie. C'est le plus important. L'Italie, oui, je peux expliquer la situation très simplement, mais je ne sais pas si ça nous aide dans la réflexion. La situation italienne est la conséquence d'un certain nombre de décisions européennes, en quelque sorte. Lorsque certains pays, dont la France, ont décidé de faire la guerre en Libye, ils ont fait sauter un verrou important en Afrique, et donc du coup, ils ne se sont pas rendus compte du fait qu'ils ont finalement créé des couloirs migratoires extrêmement importants, sans aucune capacité d'arrêter ceci. L'Italie, depuis, a été évidemment le pays des destinations évidentes pour cette migration. L'Italie a crié en quelque sorte pendant plusieurs années à l'aide et personne n'est venu l'aider. Donc on a créé une situation extrêmement tendue dans ces pays et les résultats de l'élection, c'est les fruits de ces mauvaises décisions et ces incompréhensions et un peu myopie en fait des gens européens qui maintenant se rendent compte que la question migratoire était quand même une question importante, que certains pays plus que d'autres ont été impactés et l'effet de ne pas vouloir en quelque sorte prendre ses responsabilités. Donc l'Europe, très bien, les marchés uniques fonctionnent parfaitement pour les services financiers ou pour les biens de consommation, mais surtout au moment où on parle d'immigration, on rentre en Italie, mais apparemment on ne rentre pas en Europe. C'était un peu ça. Donc en gros, l'Italie était confrontée à cette émergence. Donc ça n'a pas été voulu. Les gouvernements qui ont précédé ceci ont parfaitement illustré la situation à l'ensemble des gouvernements, des chefs d'État, des pays partenaires. Il n'y a pas eu vraiment une action là-dessus. Donc
du coup, finalement, ça crée une situation propice à l'émergence des partis populistes qui existaient en partie, qui ont été très habiles parce que finalement, ils ont changé la Ligue du Nord. Avant, c'était l'indépendance du Nord par rapport au Sud. Maintenant, ils ont changé d'approche. Et finalement, ils ont trouvé un terrain très fertile, très facile, je dirais presque. Et voilà. Et donc, ils ont réussi à se faire élire avec les 5 étoiles. Bon, est-ce qu'on imagine une situation catastrophique en Italie? Moi, je ne pense pas que ce soit que l'Italie qu'il faut regarder. Il faut regarder l'Europe et la réaction que l'Europe saura avoir face à ces difficultés. Mais clairement, pourquoi on en est arrivé là? C'est cet enchaînement que je viens de vous décrire, à mon avis. Ça vous donne... Oui, ça répond à votre question un petit peu? Oui. Une petite question très rapide, donc sur un pays limitrophe de l'Italie, en montant légèrement au nord. Je vois que vous faites figurer le graphique de Deutsche Bank en page 128. Vous faites figurer le graphique de Deutsche Bank en page 128 du book. Ouais. Est-ce pour saluer leurs prestations et leur élimination de la Coupe du Monde de football ou leur échec en lien avec un éventuel échec Non, c'est alors évidemment aux États-Unis sur les stress tests? Je ne commenterai pas sur la Coupe du Monde, évidemment, mais non, ce qu'on disait, juste si je reviens en arrière, c'est pour illustrer. Alors, on avait parlé, c'est un slide qui remonte déjà il y a quelques années, on l'a mis à jour évidemment, mais en gros, si on regarde les bilans d'une banque, on a pris la Deutsche Bank pour deux raisons. Un, parce que c'était clairement évident de comprendre que la petite couche qu'on assure, c'est celle qui vient après l'equity ici, c'est les 0,37%. Des instruments financiers subordonnés qui absorbent toute éventuelle perte après l'equity. Donc, vous voyez, c'est quand même on est très proche de l'equity, numéro 1. Et numéro 2, l'autre élément intéressant, c'est alors ça a évolué entre-temps, mais c'est encore pire en quelque sorte, je vois. La market value négative, en quelque sorte, dérivée est de 23,4%. Donc, imaginez qu'il y a presque 25% du bilan de la banque en produits dérivés, là. Et ici, vous avez 27,24%. Donc, la différence entre les deux, et en quelque sorte, c'est bonne partie de l'equity de la banque. Donc, bon, si on parle des fragilités du système financier, je pense que là, ça l'est dit de toute évidence. Merci. Oui. Dans le contexte que vous décrivez de normalisation des politiques monétaires qui impactent manifestement les valorisations de marché, ne seriez-vous pas tenté de réduire votre exposition en titres vifs, qui représente quand même 70% de votre portefeuille et qui sera le plus à même de subir la volatilité, ou alors de moins concentrer vos positions? D'accord. Les deux, je dirais, mais de façon différente, parce que comme je vous ai montré peut-être tout à l'heure, on a quand même déjà réduit depuis un certain temps sur les fonds UCITS, mais on ne les fait pas nécessairement. Pardon, je reviens beaucoup en arrière, je n'ai pas d'autres moyens rapides de le faire. Donc si vous regardez l'exposition du fonds Warren Valeur, on va y arriver. Voilà. Donc, c'est une exposition qui avait été globalement réduite progressivement dans les temps, mais plutôt fonction des opportunités. Aujourd'hui, il y a plusieurs... on continue à fonctionner de cette façon-là. Donc, les T-risques, c'est un ensemble. Vous devez considérer l'ensemble. Même l'effet d'avoir du short, il réduit votre exposition nette, en quelque sorte. Donc, vous avez du short qui peut... la question, est-ce qu'on préfère les faire en du long ou en net, long moins short? Ça, c'est une vraie question, ça dépend des opportunités que nous avons. Les T-risques a été augmenté de façon significative en 2017, ce qui équivaut à une réduction de l'exposition, en quelque sorte, ici, importante. Donc, je dirais, l'intérêt de notre stratégie, que à la différence d'un fonds flexible, on n'a pas besoin de baisser notre niveau d'exposition pour réduire les risques. Ça, c'est très important, parce que si on faisait ça au mauvais moment, on se priverait des rentabilités. Vous voyez, donc on préfère, et c'est toute l'idée de la construction Varenne, c'est de dire on a plusieurs moteurs de performance, on a, et c'est un petit peu si j'ai fait, alors là je reviens en avant, mais j'espère pas trop longtemps. Donc ici, concrètement, comment la gestion fonctionne. En cas des scénarios, on va dire, positifs, donc avec une croissance avec ou sans inflation, nous attendons la rentabilité
de nos fonds, essentiellement par la qualité des entreprises du long, par quelques idiosyncrasies sur les shorts, pas de façon opportuniste qu'on trouve sur les situations spéciales, donc l'arbitrage. Si on quitte des scénarios des types de croissance, par exemple, pour aller vers des scénarios un petit peu plus compliqués, que ce soit des ralentissements de la croissance ou pire, en quelque sorte, bah là, on attend une couverture qui vient par les hedging et des opportunités qui seront plus abondantes sur les shorts. Donc c'est comme ça qu'on a construit la gestion. Donc c'est une gestion qui doit s'adapter un peu de façon tout terrain, amortir les chocs, mais si vous partez avec l'allocation d'actifs en quelque sorte, en disant voilà je m'expose à 30, 25, 15 ou 50%. Alors déjà, vous avez les risques que nous voulons éviter absolument, c'est de nous tromper complètement. Et je crois que c'est un art très très difficile à maîtriser. Et de l'autre côté, vous risquez pendant de longues années de ne pas générer de la rentabilité. Donc on préfère, à notre avis, c'est beaucoup plus efficient ou efficace travailler comme nous le faisons. Évidemment, c'est beaucoup plus difficile, qui est tout simplement baisser les curseurs. Mais nous pensons que c'est la meilleure résolution de l'équation, en quelque sorte. Bon. Bien, merci d'avoir été présent parmi nous aujourd'hui pour notre réunion trimestrielle et je vous propose de poursuivre la discussion derrière ces portes. Merci. Merci.